troisième rencontre. La première était sur la monnaie et le revenu de base. Or, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de tout voir. On avait encore plein de questions en suspens quand on s'est séparés, c'était lundi. Hier, on s'est retrouvés pour parler de la vraie démocratie, de la centralité du tirage au sort en démocratie, de l'importance du processus constituant, c'est-à-dire de qui écrit la Constitution, de l'importance absolument cardinale, je vous en parlerai encore un petit peu aujourd'hui parce que j'en parle tout le temps, c'est l'antienne d'Étienne, ça revient comme un leitmotiv. C'est à mon avis le plus important, il faut absolument que si les peuples veulent arrêter d'être soumis aux caprices de maîtres politiques qui décident tout à leur place, des maîtres qui sont aux ordres des plus riches parmi nous, il faut que les peuples en question cessent de protéger le faux suffrage universel, c'est-à-dire celui qui consiste à désigner des maîtres, à le considérer comme une vache sacrée et se reconsidère cette procédure de désignation des représentants avec un œil un petit peu extérieur, juste le temps de vérifier si c'est la seule et si c'est la bonne, si c'est la meilleure pour être autonome. Pour résumer, si je devais résumer en deux ou trois phrases le plus important, ce que je considère comme le plus important de ce qu'on a dit hier, je pense que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, ce n'est pas aux parlementaires d'écrire la Constitution, ce n'est pas aux ministres, c'est même pas aux hommes de parti d'écrire la Constitution parce qu'ils sont en conflit d'intérêts. Et quand ils écrivent eux-mêmes des règles qu'ils devraient craindre, puisque la Constitution sert à affaiblir les représentants pour nous protéger, nous, contre leurs abus de pouvoir, il est complètement fou de notre part d'accepter de laisser écrire la Constitution, écrire et modifier la Constitution par ceux-là même qui devraient la craindre. Donc ça, c'est vraiment le noyau dur de ma thèse, et à mon avis, c'est cette idée-là qu'on peut argumenter dans plein de domaines différents, économiques, sociaux, politiques, qu'on peut développer et argumenter. C'est cette idée force que, à mon avis, les peuples devraient développer pour sortir de ce qu'on appelle fallacieusement la crise, parce que c'est une crise pour la plupart d'entre nous, mais c'est une aubaine pour ceux qui l'ont déclenchée et qui devraient être punis pour ce qu'ils ont fait. Troisième volet, aujourd'hui, mettre l'accent sur le référendum d'initiative populaire. Je ne vais pas venir tout de suite sur le référendum d'initiative populaire, je voudrais le resituer dans un ensemble de points que chaque citoyen devrait connaître pour vérifier ce qui compte dans une constitution, vérifier tel et tel point, et c'est le sens du premier document. Alors, vous avez 4 pages, et les 2 premières pages sont ce que j'appellerais le premier document. C'est une liste, une espèce de checklist, un peu comme un pilote a une checklist de points à vérifier avant de décoller. Un citoyen, avant de dire oui à une constitution, avant d'accepter une constitution, devrait vérifier ces points pour vérifier que tout va bien, quoi, que sa puissance en tant que citoyen réel est instituée et que le contrôle des gouvernés est institué dans la Constitution. Il y a une série de points techniques à vérifier. Alors, cette série peut sûrement être complétée. Vous pouvez m'aider en me disant peut-être que j'ai oublié sûrement peut-être des points qu'on pourra ajouter, ou peut-être qu'il y a certains points que j'ai mis ou qui sont redondants, il y en a peut-être qui sont redondants, mais des points que j'ai mis et qui mériteraient d'être contestés. Vous pourriez dire ça ne devrait pas être dans une constitution, par exemple. Cette liste, c'est un point de départ de discussion. Et c'est là-dedans qu'on va trouver le référendum d'initiative populaire. À mon avis, quand on nous soumet une constitution, un de nos boulots, c'est de vérifier que cette constitution, qui est chargée, alors je vais répéter quand même ce geste, parce que si vous ne l'avez pas tous vu, c'est important que vous ayez compris ça. Si je représente le peuple, c'est-à-dire une multitude d'humains, qui n'est pas encore peuple, qui décident de faire société, qui décident de s'agréger en respectant des normes communes, et qui à partir de là commence à pouvoir s'appeler peuple. Une multitude qui s'agrège pour faire société, qui fait peuple, donc une série d'humains, pour se pacifier,
ont inventé un truc génial qui s'appelle le droit écrit, le droit. Les règles de droit écrit servent à nous pacifier, elles servent à protéger les faibles, là, qui sont le plus grand nombre souvent, contre les quelques forts qui ne manquent pas d'apparaître, quel que soit le groupe d'animaux, humains ou pas. Donc le droit va nous pacifier en nous protégeant de la loi du plus fort, la loi entre guillemets du plus fort. Ce droit écrit doit être écrit par, si on est nombreux, on ne peut pas l'écrire tous, si on est peu nombreux, on peut l'écrire tous. Quand le nombre d'entre nous augmente, il nous faut des représentants. Alors on décide de mettre au-dessus de nous des représentants. Il y a des gens qui vont élaborer le droit auquel nous allons consentir à nous soumettre. Okay. Ces gens-là sont donc importants, puisque la règle qu'ils vont produire va nous protéger, mais on sait depuis des milliers d'années, on sait que non, ils ne sont pas seulement importants, ils sont dangereux, parce qu'ils peuvent abuser du pouvoir. Ils peuvent se mettre à servir autre chose que l'intérêt général, ils se mettent à servir, par exemple, au hasard, l'intérêt des plus riches qui les auraient circonvenus, corrompus, pour écrire un droit qui irait dans leur sens plutôt que dans le sens de l'intérêt général. On sait ça. Alors, comme on sait cette utilité et ce danger, on a prévu au-dessus d'eux, et c'est une vieille affaire, hein, un texte supérieur, encore du droit, mais du droit qui n'est pas du même niveau, du droit supérieur, qui s'appelle le droit du droit, qu'on appelle aussi la Constitution. Et ce droit, pour nous protéger, nous, doit affaiblir, inquiéter les pouvoirs. Il doit être au-dessus d'eux, il doit leur être, évidemment, pour les inquiéter, pour nous protéger. Ce droit du droit, il doit leur être inaccessible. Il est très important. Et ça n'arrive nulle part, ça. Hein. C'est complètement fou. C'est très important et ça n'arrive nulle part. C'est d'ailleurs, à mon avis, c'est tout simplement ce qui explique que partout dans le monde, les constitutions programment l'impuissance des peuples au lieu de leur puissance et la puissance des représentants, la puissance des élus plutôt que leur contrôle permanent. C'est parce que ce texte qui est au-dessus des représentants, pour nous protéger, nous tous, pour qu'on n'ait plus à s'en occuper parce qu'il y a un texte qu'ils craignent, ce texte-là, il doit affaiblir les représentants. Et il est essentiel, absolument essentiel, pas négociable. Je ne dirais pas ça souvent. Pratiquement tout est négociable. On fait société, nous sommes souverains pour faire la société que nous voulons. Mais, à mon avis, nous sommes bien fous d'accepter, donc de rendre négociable et même d'accepter que cette règle supérieure qui sert à nous protéger en inquiétant les pouvoirs, en inquiétant les parlementaires, en inquiétant les juges, en inquiétant les gouvernements, en inquiétant, ça devrait inquiéter les médias aussi, ça devrait inquiéter les banques aussi. Médias et banques qui sont des pouvoirs qui ne sont pas institués comme il faut. Parce que dans la tradition, depuis Montesquieu, on séparait trois pouvoirs. Le pouvoir législatif pour écrire les lois, le Parlement, le pouvoir exécutif, ce qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement, mais gouvernement, ça dit déjà plus qu'exécutif. Hein. Gouvernement, ça veut dire qu'il y a déjà la confusion des pouvoirs. Le gouvernement, pour gouverner, il faut déjà avoir en plus le législatif. En fait, le gouvernement, on ne devrait pas accepter le gouvernement, on devrait s'en tenir à exécutif, c'est-à-dire qu'il se contente d'exécuter les lois pensées, voulues, votées par le législatif. Donc législatif, exécutif et judiciaire pour appliquer le droit écrit par le législatif. Et ces trois pouvoirs, selon Montesquieu, et la théorie classique, politique, devraient être séparés pour éviter la tyrannie. Installez-vous. Montesquieu n'avait pas pensé à la télé. Enfin, ça n'existait pas encore, donc on peut lui pardonner. Et il n'avait pas pensé à instituer aussi la banque et la monnaie. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas encore très visible le danger majeur du contrôle privé de la monnaie pour l'ensemble de la politique dans la cité. Aujourd'hui, je pense que si nous écrivions nous-mêmes la Constitution, en plus des trois pouvoirs à bien séparer pour nous protéger, nous penserions sans doute à instituer le contrôle des médias, donc des autorités de contrôle des médias, des autorités de contrôle de la monnaie que nous rendrions publiques, protégées. Et c'est donc dans la Constitution que ces 5 pouvoirs, aujourd'hui dirions-nous, ces 5 pouvoirs devraient être séparés et contrôlés quotidiennement, avec une possibilité de révoquer à tout moment, et pas seulement au moment de leur élection ou de leur nomination, de révoquer à tout moment un mandataire, un serviteur, un représentant
qui nous trahirait. Au passage, pendant que j'y pense, quand on dit représentant en français, ça a deux sens. C'est polysémique, ça a plusieurs sens. Le mot représentant peut signifier une chose et son contraire. Donc très important quand on dit représentant de dire dans quel sens on l'entend, parce que sinon on risque fort de se faire enfumer. Représentant en français, ça peut vouloir dire serviteur. Mon serviteur est mon représentant, je lui fais confiance, à chaque fois qu'il a besoin de prendre une décision, il me demande et il va attendre mes ordres pour me représenter, mais serviteur, il attend mes ordres. Ça c'est une acception, c'est un sens du mot représentant. Mais il y en a un autre, pour le même mot, représentant, qui est maître. Le représentant dans une tutelle, une curatelle, le représentant peut être celui qui décide tout à la place de l'autre, à la place de celui qui le représente. C'est celui qui prend toutes les décisions. Et si on parle de politique, ça n'a rigoureusement rien à voir. Les Athéniens tiraient au sort leurs représentants pour qu'ils restent, pour qu'ils soient affaiblis et qu'ils restent leurs serviteurs, pour qu'ils ne deviennent jamais leurs maîtres. On tirait au sort à Athènes pour que les serviteurs restent, pour que les représentants restent des serviteurs et ne deviennent pas des maîtres. Alors que quand on élit des représentants, par construction, on peut imaginer une construction alternative, mais par construction, partout dans le monde, quand on met en place l'élection, c'est pour dire que ça va être des maîtres, c'est des gens qu'on a élus comme les meilleurs, donc on va leur faire confiance, et donc on va, pendant la durée de leur mandat, on va s'interdire de se mettre dans leurs pattes et de les gêner, et c'est eux qui vont tout décider à notre place, sans possibilité de résister à des abus de pouvoir éventuels. Et donc là, vraiment, on a un autre sens du représentant qui n'a rien à voir avec le premier, et qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la démocratie. Quand on choisit d'élire des représentants dans le sens où ce sont des maîtres, on abandonne la démocratie. C'est possible que ce soit une bonne solution si on les élit et qu'on en fait des gens très puissants qui sont nos maîtres, mais qu'en même temps on les contrôle à tel point que, tous les jours, à tel point qu'on peut virer quelqu'un qui défaille ou qui donne des signes de corruption. Si on peut le virer à tout moment, si à tout moment on peut, avec l'initiative populaire, reprendre le contrôle, on peut imaginer que c'est notre maître, mais on le tient. C'est un petit chef, quoi, hein. On pourrait imaginer une aristocratie sous contrôle. Mais ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est même pas une aristocratie, puisque ceux que nous les choisissons à travers des faux choix, puisque nous ne choisissons pas librement nos candidats dans les élections. On choisit entre des gens qui ont été choisis pour nous par les partis politiques, qui sont eux-mêmes à la merci de ceux qui les financent, et de ceux qui les font gagner aux élections, qui sont les médias, donc les propriétaires des médias. Donc finalement, on vous propose le choix entre crapule A, crapule B, crapule C, qui sont tous au service des plus riches, qui vont tous les trois, quelle que soit leur étiquette, hein, gauche, droite, centre, quelle que soit leur étiquette, ils vont tous servir, vous l'avez dû remarquer, les intérêts des plus riches. Donc, je suggère quelque chose de central, que ce texte essentiel dont tout le monde se fout pour l'instant, nous arrêtions de nous en foutre, qu'enfin les peuples s'aperçoivent que leur misère quotidienne, leurs problèmes quotidiens, graves et secondaires, une immense quantité de ces problèmes vient de notre impuissance politique, du fait que quand on n'est pas content, mais pas content du tout même, hein, on n'a rien pour résister. Ça tombe pas du ciel, c'est pas une loi divine, c'est programmé quelque part, dans ce texte supérieur. Et la faute en incombe, non pas aux affreux, qui ne sont pas vraiment des affreux, ça peut être des gens bien, hein, ça peut être des gens, les élus, là, les gens au pouvoir, ça peut être des gens qui sont dévoués pour le bien commun, ils ont un projet politique, ils croient vraiment qu'ils font le bien de la cité, ils font au mieux. Même avec de la bonne volonté, ils n'ont pas tous de la bonne volonté, hein, mais même de bonne volonté, ces gens-là, au moment d'écrire des règles qu'ils vont craindre, ils ne peuvent pas écrire les règles dont nous avons besoin pour nous protéger. Mais ce n'est pas leur faute si ça se passe mal comme ça. Ça se passe comme ça parce que nous les laissons écrire. Ce n'est pas eux qui peuvent renoncer à ça. C'est surhumain, quoi. Vous allez avoir un gars tellement dévoué qui va être capable de dire « Moi, je ne veux pas écrire la Constitution. » Ok, vous en avoir un, mais vous n'allez pas en avoir 6 ou 700. C'est pas possible. Vous n'allez pas avoir tous les acteurs politiques qui renoncent au pouvoir constituant. C'est à nous de ne pas les laisser faire.
ça donne de l'espoir, ça, parce que si on devait attendre qu'eux renoncent, on pourrait attendre longtemps. Mais si ça dépend de nous, on a quelque chose, on peut agir dessus. Et à mon avis, c'est de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se parle entre nous pour remettre les mots à l'endroit. Notre prétendue constitution n'est pas une constitution, c'est une anti-constitution, qui est une prison politique au lieu d'une protection. Nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes uniquement des électeurs, c'est-à-dire que nous choisissons des maîtres au lieu de voter nous-mêmes nos lois. Ce qu'on appelle suffrage universel, c'est pas du tout le suffrage universel, ça consiste à désigner des maîtres. Le suffrage universel, ça voudrait dire que nous votons directement nos lois. Sur la retraite, je pense qu'il faut ça. Et sur le nucléaire, je pense qu'il faut ça. Voilà, ça c'est du suffrage universel. Mais désigner des maîtres, ça ne devrait pas s'appeler suffrage universel. Et quand nous acceptons d'appeler ça suffrage universel, quand nous acceptons d'appeler ce régime démocratie, nous participons à l'enfermement, nous participons à la fermeture à clé de la porte de la prison politique dans laquelle nous sommes. Quand nous disons, oui, on est en démocratie représentative, c'est nous qui fermons la porte de la prison, parce que ça nous interdit, nous nous interdisons à nous-mêmes de penser l'alternative. On n'arrive même pas à l'imaginer, puisque on laisse confisquer le mot par son contraire. Vous comprenez, si désigner des maîtres, on appelle ça démocratie, on n'arrive plus à dire « moi je veux la démocratie ». On nous répond ben, « mon bon monsieur, vous l'avez la démocratie ?» Je suis dans une glu intellectuelle qui m'empêche de penser, j'arrive pas à mettre les idées à l'endroit. Et si je remets les mots à l'endroit, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en plutocratie, le régime des riches par les riches pour les riches. Et c'est pas du tout le suffrage universel, c'est la désignation de maîtres, c'est une série de faux choix qui sont autant d'escroqueries politiques. Je ne suis pas du tout un citoyen, je suis un électeur qui voudrait bien être citoyen, mais je ne suis pas du tout un citoyen, je voudrais l'être. Quand on met les mots à l'endroit, on se met à avoir un cap, on se met à dire mais voilà ce que je veux. Et en même temps, je me rends compte que ce n'est pas les élus qui me le donneront, jamais. Donc il faut que j'imagine moi-même mon contrat social. Donc ça veut dire qu'en fait, cette constitution, il faut qu'on arrête de la déléguer à ces gens-là, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une constitution? Commençons, puis je vais essayer d'aller vite, parce qu'on pourrait parler un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, sur chacun des points des 2 premières pages. Donc, mais je ne vais pas faire ça. Je vais juste suggérer les points pour qu'on ait lu ensemble cette série de points, et pour valider ensuite, avec vous, le fait qu'on prenne un point particulièrement important, pour voir qu'est-ce qu'on écrirait nous si nous écrivions nous-mêmes la Constitution. Je suggère que nous réfléchissions ensemble au référendum d'initiative populaire, parce que dans les sondages, quand on nous demande, les gens répondent à plus de 90%, mais oui, nous on veut ça, le référendum d'initiative populaire. Donc les gens connaissent et les gens le veulent. Donc on pourrait dire, on va plus loin, et si on l'écrit. Si on l'écrit dans une constitution, à quoi ça ressemble? Je suggère qu'on fasse ça, mais je ne suis pas du tout fermé là-dessus. Si vous voulez qu'on prenne un autre point, la responsabilité des juges par exemple, ou la reddition des comptes, comment est-ce qu'on écrirait dans un article le fait qu'on veut que les élus rendent des comptes et comment est-ce qu'on peut les punir? Qui va vérifier les comptes? Qui va vérifier qu'ils ont bien dit ce qu'ils avaient promis qu'ils allaient faire? Qui va vérifier qu'ils ont bien respecté l'intérêt général? Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait écrire aussi ce soir si vous voulez. Hein? Donc vous avez compris que l'idée, c'est d'avoir 2 heures pendant lesquelles ou peut-être 1h30 pendant lequel je vous explique là où j'en suis de mon boulot sur le contenu d'une constitution et un ou plusieurs articles qui vous intéressent. Et puis ensuite, peut-être vous poser des questions pour voir sur le mode opératoire. Est-ce que c'est opérationnel? Est-ce qu'on va pouvoir... Là, on devrait être un nombre correct pour écrire des articles. Hein. C'est mieux si on est une dizaine ou une vingtaine. Mais si on est une cinquantaine, ça va. Hein. Il faut juste qu'on soit un peu organisé, qu'on fasse des groupes un peu plus grands. On verra sur le mode opératoire après. Et puis ensuite, dans les 2 heures suivantes, on change de salle et on va, je crois, à la Cerise, ça s'appelle, et puis on essaye d'écrire là. On fait des groupes. Pas trop longtemps en groupe, hein. J'aime mieux quand on est ensemble plutôt qu'en groupe, hein, parce que quand on est en groupe, on n'entend pas ce qui se dit dans les autres groupes. Je préfère qu'on soit ensemble. Mais quand même, pour se poser, pour écrire, il vaut mieux même être carrément tout seul. Un premier jet peut-être. Enfin, on va voir. Alors, je vais prendre quelques points parmi il y en a quoi? Il y en a une trentaine, 35. Je vais prendre quelques-uns qui me paraissent vraiment très importants pour juste les dire avec vous et quelques mots supplémentaires pour insister sur leur importance absolument cruciale.
Donc vous avez compris que ce tableau, c'est une checklist pour nous aider à nous fixer les idées sur qu'est-ce qui compte dans une vraie constitution. Autrement dit, si ces points-là ne sont pas respectés dans une prétendue constitution, nous devrions dire, ça n'est pas une constitution, c'est une anti-constitution. Par exemple, la constitution de 58, la nôtre en France, c'est une anti-constitution. C'est une prison politique, c'est pas une protection. Par exemple, la constitution, entre guillemets, européenne, c'est pas une constitution, c'est une anti-constitution. C'est une prison politique. Elle fait le contraire de ce qu'elle devrait faire. Au lieu de nous protéger, elle nous emprisonne, elle nous muselle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des colonnes, donc la colonne du point surveillé, et puis j'ai fait... La colonne du plan C, c'est ce qu'on a écrit, c'est ce qu'il y a sur le wiki du site, c'est un exemple, c'est pas du tout, ça prétend pas du tout être la Constitution, hein, c'est juste un exemple pédagogique pour montrer ce que ça peut donner quand des humains dont c'est pas le métier et qui se destinent pas au pouvoir, donc des gens comme vous et moi qui ne veulent pas le pouvoir, se mettent à écrire la Constitution, quelle tête ça a? Et vous allez voir que ça n'a pas la même tête que, alors les colonnes suivantes, c'est la 5e République. Donc est-ce que point par point, on peut dire oui ou non, point par point, sur la 5e République? Et puis la suivante, c'est le TCE, donc le traité constitutionnel européen, soi-disant, de 2005. Et puis il y aurait, alors bon, il faut l'agrandir en A3 pour avoir la place, mais vous voyez qu'il faudrait qu'il y ait une colonne où vous écririez vous, oui ou non, est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose d'important, et si vous écrivez oui, et bien après ça, chez vous, vous prenez un bloc-notes et puis vous commencez. Tant qu'on n'écrira pas nous, il ne se passera rien. Hein. Il ne s'agit pas seulement de comprendre que c'est au peuple d'écrire lui-même son contrat social. Mais il faut, on n'est pas obligé d'écrire tous une constitution, mais au moins écrire quelques articles les plus importants, juste pour s'apercevoir que c'est pas si compliqué. Alors, premier point qui me paraît absolument décisif, c'est d'ailleurs, comme je vous le disais hier, et je pense aussi avant-hier, ce qui va être décisif pour la qualité d'une constitution, c'est l'absence de conflit d'intérêts, parmi les membres de l'Assemblée constituante. Il est essentiel pour nous tous, essentiel, absolument, sinon ça va très mal se passer comme ça se passe habituellement. Il est essentiel que les hommes qui sont, les hommes et les femmes évidemment, c'est les humains, qui écrivent la Constitution, ne soient pas jugés partis, ne soient pas des professionnels de la politique qui vont plus tard avoir à craindre le texte qu'ils sont en train d'écrire. Okay ? Donc ça, c'est à nous de vérifier. Donc dans les points à vérifier dans une Constitution, alors ça, c'est pas vraiment dans la Constitution, mais au moment de vérifier la Constitution, on va vérifier, mais qui a écrit. Par exemple, pour le TCE, en 2005, nous aurions dû nous poser la question, mais qui a écrit ce truc-là ? Et là, on se serait aperçu que l'anticonstitution européenne, elle a été écrite par des ministres, des professionnels de la politique, des technocrates, tous à peu près au service des banques et des multinationales. Ok. Ensuite, la Constitution, il va falloir qu'on l'applique. Donc, quel que soit son contenu, elle va avoir à vivre après. Et pour que ces articles protecteurs, si possible, et c'est ça qu'on vérifiera après, pour que ces articles nous protègent vraiment, il est très important qu'il y ait une espèce de police de la Constitution. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Dans d'autres pays, ça s'appelle la Cour suprême. On peut lui donner un autre nom si on veut, mais il est important que ça pourrait être l'Assemblée constituante qui reste mobilisée après le référendum pour valider la Constitution. Eh bien, nous pourrions penser que l'Assemblée constituante reste mobilisée, puis qu'elle se renouvelle par tiers tous les ans, par exemple, pour que les anciens forment les visus et que petit à petit, parce que elle serait tirée au sort à l'Assemblée constituante, et donc le Conseil constitutionnel aussi, on pourrait imaginer, donc, à réfléchir. C'est un point sur lequel on pourrait réfléchir. Comment on fait un Conseil constitutionnel qui lui aussi est désintéressé, parce qu'il est aussi important qu'il soit désintéressé que la constituante, mais en tout cas, la ligne sur le Conseil constitutionnel, c'est important que ce ne soit pas des professionnels de la politique, des vieux briscards de la politique, et dans la 5e, vous savez par exemple que tous les présidents de la République sont de droit à vie membres du Conseil constitutionnel. Il faut tout sauf ces gens-là. Hein, je veux dire, c'est extravagant que ces gens-là soient à ce poste-là. Donc, vous voyez, dans le plan C, le Conseil constitutionnel est supprimé ou tiré au sort. Et de toute façon, il n'a pas le pouvoir de décider seul.
idéalement, il est remplacé par une chambre des citoyens. Et quand il n'est pas content sur l'application de la Constitution, idéalement, il faut qu'il appelle au peuple. Il faut qu'il ait un pouvoir d'appel au référendum en disant regardez ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce que vous en pensez? Troisième point, référendum obligatoire pour toute révision de la Constitution. Évidemment, quand on va voter par référendum, j'ai pas noté d'ailleurs, on peut l'ajouter pendant que j'y pense, on va mettre un 17 bis juste, peu importe l'ordre, mais le référendum de validation de la Constitution, il faudrait qu'il soit non pas en bloc, mais point par point, article par article. Alors article par article, je charrie un peu, mais bloc d'article par bloc d'article. Vous voyez, quand on propose une Constitution, si je trouve que ça et ça c'est bien, mais que ça et ça c'est une horreur absolue, ce serait bien que je puisse dire non à l'horreur absolue et oui au reste quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que notre vote de citoyen en disant oui on fait contrat social, que ce ne soit pas un truc en bloc qui m'oblige à accepter des horreurs marginales mais des horreurs quand même, le vote en bloc, en me privant de la nuance, en me privant de la précision de mon vote, va me conduire à accepter des choses inacceptables. Et donc on pourrait mettre dans des points qu'on a à surveiller le référendum d'approbation, le référendum populaire d'approbation de la Constitution par article ou par bloc. Parce que par article c'est un peu compliqué, parce que vous savez, quelquefois il y a des articles qui vont ensemble. Ils ont leur logique ensemble. Vous ne pouvez pas en retirer un sans retirer l'autre, sinon ça devient n'importe quoi. Et donc, peut-être que la Constitution va dire qu'il y a quand même ces trois articles-là qui vont ensemble. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. On vous propose ce bloc-là au vote, mais bon, ça ne va pas être article par article. Donc, groupe d'articles par groupe d'articles, c'est vraiment... si nous écrivions, nous, la Constitution, si nous étions donc respectueux de la volonté populaire, nous ferions attention à ne pas nous contenter sûrement d'un vote global sur la Constitution. D'abord, on organiserait évidemment un débat populaire commune par commune sur cette Constitution, sur chacun des points, mais ensuite, au moment du vote, au moment de compter les voix et les accords, on ferait un accord point par point. Ça, il faut que je l'ajoute dans mon tableau, ça. Ok. Donc, référendum obligatoire pour toute révision, évidemment. C'est-à-dire que si on vous présente au référendum, si vous voulez, on vous donne une constitution comme en 58, on vous présente un texte, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Donc vous la lisez pour vérifier ce qu'il y a dedans, vérifier si vous êtes d'accord. Jetez un œil aux procédures de révision. Parce que si vous êtes d'accord pour ce texte, et qu'ensuite les révisions peuvent se faire sans référendum, vous avez compris. Dans le TCE, enfin le TCE, le traité anti-constitutionnel, le TAE, le traité anti-constitutionnel européen, on va l'appeler TAE, tiens, c'est la nouveauté du jour ça. On va l'appeler TAE. Dans le TAE, il y avait une possibilité de réviser la Constitution sans référendum. Ça, c'est inacceptable, c'est un truc absolument inacceptable. Donc il faut vérifier ça. Je passe sur le 4 et sur le 5, si vous voulez on en reparle. Sur le 6, arbitrage populaire en cas de conflit entre organes. Il faut imaginer que dans la Constitution, on prévoit l'attribution de pouvoirs. Ces pouvoirs vont pas toujours être d'accord, puisque vous les séparez, ils vont chacun avoir leur légitimité et ils vont chacun avoir leur agenda. Il va y avoir des conflits. Vous pouvez, dans la Constitution, vous pouvez prévoir que l'un a l'ascendant sur l'autre. Vous savez, par exemple, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il peut y avoir une navette, ils ne sont pas d'accord, ça va, ça vient, mais à un moment, on sait qu'il faut trancher, on donne le dernier mot à l'Assemblée nationale. Donc c'est dans la Constitution qu'on donne le dernier mot à l'Assemblée nationale. Mais on aurait pu nous dire, si nous avions écrit la règle, on a une Assemblée nationale élue, on a un Sénat qui n'est pas un Sénat, on n'a pas besoin de chambre des vieux, ok, on vient ça, on prend une Assemblée tirée au sort, et puis quand ils ne sont pas d'accord, ils se renvoient, il y a une navette, ok, pas d'accord, et bien il y a un référendum. C'est une autre façon de faire. Nous l'écririons beaucoup plus naturellement que eux. Eux, ça leur vient même pas à l'esprit. Quand eux, ils écrivent la Constitution, ça leur vient pas à l'esprit de dire que quand il y a un conflit entre organes, c'est le peuple qui va les départager. Mais si nous écrivions, nous, la Constitution, parce qu'on sait que la Constitution nous protège, on se désignerait, nous, le peuple, comme arbitre en cas de conflit entre organes. D'accord ? Vous me dites si c'est pas clair. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Un ping-pong ne me dérange pas du tout. Oui, alors juste pour le vote,
le référendum d'approbation. Le référendum par point, enfin par Oui, article. par Oui. point, donc tu as dit, donc c'est un vote oui ou non. Mais alors justement, la question c'est que si un article est voté non, donc enfin un groupe d'articles. Une seconde peut-être parce que si on veut que ce soit. Oui. Voilà. Paulo, tu peux faire passer ça s'il te plaît? Ce sera un peu plus désordre si vous pouvez réagir quand vous en avez envie. Ce sera un peu plus désordre, mais ce sera aussi beaucoup plus vivant. Donc moi ça me dérange pas. Si vous ça vous dérange, vous pouvez réclamer que non, ça cesse. Hein. Vous pouvez faire ça aussi. Mais j'en connais que ça dérange. Mais moi j'aime bien. C'est plus vivant. De toute façon, comme c'est une liste à l'après-vert, hein, avec un ordre et je sais qu'il y a plein d'intelligences dans vos cerveaux qui vont m'aider à progresser. Donc j'aime autant vous donner la main au moment où c'est utile, plutôt que revenir sur un point qu'on a pu traiter depuis longtemps. Si vous avez besoin de dire quelque chose pendant que... Oui, je disais, tu as proposé donc de voter par groupe d'articles cohérents. Donc là, pour l'instant, quand on dit voter, ça veut dire on dit oui, on dit non, oui, ou éventuellement on s'abstient. Oui. Mais le problème, c'est que nous, si on décide de faire une constitution, on a besoin d'avoir un texte complet qui règle, disons, tous les listes que l'Assemblée, enfin tous les items que l'Assemblée constituante a identifiés. Donc, moi, je pense ce qu'il faudrait mettre, c'est si l'Assemblée constituante arrive disons, ne pas avoir une très forte majorité elle-même, puisqu'il faudra bien qu'elle décide d'un texte à proposer au référendum, si elle n'a pas elle-même une très forte majorité, c'est de faire des alternatives, mais des blocs de textes cohérents alternatifs. Et dans ce cas-là, on ne vote pas oui et non, on choisit, ou éventuellement on dit ni l'un ni l'autre, mais on choisit, et comme ça, on peut avoir à la fin un résultat, enfin, avoir une décision sur tous les chapitres de la Constitution. Donc on rajouterait le référendum d'approbation entre plusieurs projets constituants, c'est ça? Mais oui, ok. Ce serait bien déjà d'avoir plusieurs projets, hein. Ce serait bien d'avoir plusieurs projets, mais... Non, je disais pas des projets entiers, simplement, justement, quand tu dis par exemple, quand il y a un conflit entre deux organes, est-ce qu'on fait un référendum? Il y en a peut-être qui vont proposer un référendum, d'autres qui vont proposer une autre méthode, je ne sais pas laquelle, nouveau tirage au sort ou tout ce qu'on veut. Donc on le met carrément dans le référendum, on dit, bon, est-ce que sur ces blocs d'articles, vous choisissez la réponse A, la réponse B, la réponse C, etc. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, bloc par bloc, il y aurait les options. Voilà. D'accord. C'est une autre façon de faire ça, d'accord. Bloc par bloc, on aurait les options A, B, C, d'accord. Oui, tout à fait. C'est une autre possibilité qui est peut-être plus claire à lire quand on vote le truc. Oui, tout à fait. Non, c'est pas bête ça. Et puis on aurait une feuille A3 avec les textes avec les options, une feuille A3 pour avoir la place de mettre le texte en petit et pour que ce soit lisible. Oui, tout à fait. Il faut réfléchir à la façon de le proposer, la façon de le présenter. Non, il faut comprendre que si c'est nous qui l'écrivons, on se donne un champ des possibles incroyable pour faire société précisément, respectueusement, en respectant les minorités, en respectant tous les points de vue. C'est incroyable c'est incroyable ce que ça change la politique de le prendre par le haut, par la Constitution. C'est incroyable ce que ça change. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'utopie là. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui paraissaient totalement impossibles et qui paraîtront toujours impossibles tant qu'on n'aura pas pris le problème par le bon bout, hein, qui deviennent possibles. Je continue vite parce que voilà, on arrive sur le référendum d'initiative populaire. Vous voyez que j'en ai prévu 4, hein, le 7, le point 8, le point 9 et le point 10. Il y a 4 types, enfin j'en ai identifié 4 pour l'instant, si vous en trouvez d'autres ça m'intéresse, mais il y a 4 référendums d'initiative populaire possibles. Alors je rappelle qu'un référendum d'initiative populaire, c'est une procédure qui permet à un peuple, c'est-à-dire une multitude organisée pour faire société, qui est en train de faire une constitution pour faire société avec des règles qui sont communes. Le référendum d'initiative populaire, c'est la possibilité que se donne ce peuple, à tout moment, de se poser à lui-même la question qui l'intéresse, indépendamment de ses représentants du moment, indépendamment de son Parlement, indépendamment de son gouvernement, indépendamment de ses juges, indépendamment de ses médias, indépendamment de sa banque. Vous voyez que j'en prends 5 à chaque fois, les 5 pouvoirs. Indépendamment des pouvoirs constitués, un peuple se donne le moyen de s'interpeller lui-même en disant « Et qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Alors ça veut dire qu'une fraction du peuple, ça peut être peut-être 50 000 personnes, 100 000 personnes. Ça, c'est les chiffres en Suisse, en Italie. Ça peut être 20-25% de la population. Ça, c'est beaucoup trop. 10, 15, 20, 25% de la population pour déclencher le référendum. Là,
ça sent l'arnaque d'élus qui essayent, enfin qui prévoient le référendum, mais avec des conditions tellement drastiques, tellement difficiles à atteindre, qu'on l'aura jamais. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à atteindre 25% de la population qui veut poser la question. Donc en fait, il faut que les seuils de déclenchement soient bas. En tout cas, le référendum d'initiative populaire, c'est une institution qui permet à un peuple de se poser une question qui pour l'instant n'est pas à l'agenda. Ben, c'est justement le problème. Ben, nous décidons que c'est à l'agenda et les organes publics sont obligés d'organiser avec l'argent public, qui est notre argent, sont obligés d'organiser le débat suivi de la consultation et de la mise en œuvre, si le référendum est approuvé, sur la loi que nous proposons. Par exemple, la Suisse, il y a quelques années, a vu ses parlementaires privatiser EDF, enfin l'EDF suisse. Par référendum d'initiative populaire, ils ont dit à leurs députés, il n'en est pas question. Notre EDF reste public. Autre exemple, l'année dernière, pendant que nos parlementaires conchiaient nos retraites, parce que vous savez que nos retraites sont en voie d'être conchiées, conchier, j'ai le droit, c'est pas un gros mot, c'est du Montaigne, donc je peux. L'année dernière, nos parlementaires ont dégradé nos retraites, contre notre avis et contre la logique, contre l'intérêt général. Et comme nous sommes en plutocratie, que nous n'avons rigoureusement aucun moyen de résister, on est descendu dans la rue avec des casseroles et en chantant au lieu de tempêter, et ça n'a rien changé. Pendant ce temps, en Suisse, il se passait la même chose. C'était pas la même dégradation, mais les Suisses se faisaient dégrader leurs conditions de retraite par leurs propres représentants. Dans les semaines qui ont suivi, par référendum d'initiative populaire, RIP, notez ça, parce que ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui compte dans une constitution digne de ce nom. Par référendum d'initiative populaire, les Suisses ont dit, n'en est pas question. Et ils ont abrogé la loi scélérate. Donc, un référendum d'initiative populaire, ça nous permettrait, si nous l'instituions, mais les élus ne nous le donneront jamais, c'est à nous de l'instituer. Vous souvenez-vous de l'antienne d'Étienne, j'aimerais bien que ça devienne l'antienne de bien d'autres, il faudrait qu'on soit des millions à dire que c'est pas à eux d'écrire la Constitution, c'est à nous. Si nous écrivions la Constitution, nous prévoirions avec lui, avec un seul, le référendum législatif, les parlementaires ne veulent pas cette loi, mais non, la veulent. Alors, on se consulte et on dit, vous la voulez? Oui, vous la voulez? Oui, nous la voulons. Nous la voulons. Ben, vous voyez, on la veut. Et elle s'impose. Malgré les règles. L'autre situation, c'est celle où les parlementaires veulent une loi, ils sont en train de faire passer une loi que nous considérons comme scélérate. On a quelques exemples en tête, j'imagine, c'est pas la peine que je développe. Dans ce cas-là, nous pouvons nous consulter nous-mêmes en disant, vous la trouvez scélérate? Vous aussi? Oui, on la trouve scélérate si on est majoritaire. Belle la loi. Ça s'appelle un référendum abrogatoire. Il s'agit d'abroger une loi que nous considérons comme mauvaise contre nos représentants. Il faut comprendre que ça permet à un peuple de reprendre la main de sa propre initiative contre ses propres représentants. Je voudrais être sûr que vous avez bien compris, parce que il y a des arnaques, après ça on va voir. Pour que ça marche, il faut que ce soit de notre propre initiative, avec des seuils qui soient raisonnables, pas un trop grand nombre de citoyens. Il faut même, moi je dirais, je développerai ça tout à l'heure, à mon avis ça peut être un citoyen seul peut poser la question. Je sais que vous allez me dire, on va en avoir trop, je vous répondrai après. Donc référendum abrogatoire, référendum législatif, référendum révocatoire. Donc abrogatoire, révocatoire. Abrogatoire, c'est pour abroger une loi. Révocatoire, c'est pour révoquer un acteur. Quand une personne a piqué dans la caisse, ou a fraudé, a menti, a trahi ses promesses, est allé fricoter avec les banques pour obtenir un accord, ou faire passer une loi scélérate en dehors de notre... Que sais-je encore? On peut décider de le virer. N'importe quel fonctionnaire, n'importe quel agent public. Référendum révocatoire. Et puis, pour changer la Constitution, quand on s'aperçoit que notre Constitution, elle était bien, mais il y a des choses à changer, nous pouvons, de notre propre initiative, changer nous-mêmes notre contrat social. Donc ça, c'est le détail de ce que nous pourrions écrire, de ce que je vous invite à écrire tout à l'heure quand on sera dans l'autre pièce de l'autre côté de la rue. C'est dans la même rue.
contre-pouvoir du gouvernement, du Parlement, des juges, du CSA, je passe. Constitutionnalisation du mode de scrutin. Vous savez, pour l'instant, les modes de scrutin, ce sont les élus qui les choisissent. C'est les élus qui choisissent, donc c'est la majorité du moment. Ce sont nos maîtres du moment qui choisissent si on va avoir un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, si on va avoir un scrutin de liste, si on va avoir le tirage au sort avec le contrôle des élus. C'est eux qui choisissent ça. Et le tirage au sort avec le contrôle des élus, ça ne les intéresse pas. Mais c'est ça les modes de scrutin. Les modes de scrutin, c'est comment est-ce que nous désignons nos représentants. Ça, nous devrions le mettre dans la Constitution, c'est-à-dire, vous avez compris, à un niveau inaccessible pour les élus. C'est-à-dire que ça doit être écrit par d'autres que les élus, et les élus ne devraient pas pouvoir y toucher, comme ils ne devraient pas pouvoir toucher à leur salaire, à leurs conditions de retraite, à leurs conditions de chômage, à leurs conditions d'imposition sur le revenu, parce que vous savez que tout ça, c'est eux qui le décident, et vous savez qu'ils sont très gentils envers eux-mêmes. Et ça devrait être dans la Constitution. Je passe à la page suivante. Le choix des candidats, à mon avis, et ça peut se discuter peut-être, mais à mon avis, le choix des candidats, c'est le principe des primaires, devrait être libre. C'est-à-dire qu'on devrait, c'est des primaires, mais même comme vous ne connaissez pas, c'est-à-dire des primaires comme il y avait pendant la Révolution française. C'est-à-dire pendant les élections de la Révolution, les premières élections après la Révolution française, il n'y avait pas de candidats. Ils auraient eu honte d'être candidats. D'ailleurs, on raccourcissait les candidats. Donc, les citoyens de 1789 tenaient à désigner librement eux-mêmes les gens qu'ils considéraient comme valeureux. Et les gens qui se donnaient du mal pour les autres, que depuis les historiens de riches se sont évertués à faire passer pour des bourreaux, des assoiffés de sang, des pré-totalitaires, des gens comme Robespierre, n'imaginaient pas être candidats. Ils étaient désignés par les autres sans avoir à l'être. Je pense que dans une constitution, par exemple, j'ai découvert récemment qu'à Cuba, c'est pas le parti, c'est un parti unique, mais c'est pas lui qui désigne les candidats. Ils oublient de nous dire ça dans le monde. J'ai jamais lu ça dans le monde. Dans le monde, on me rappelle tous les jours que Cuba, c'est un parti unique. C'est mal. Et on oublie de me dire que le parti unique, qu'il y a des élections, on oublie de me dire qu'il y a des élections, et on oublie de me dire que le parti ne fixe pas, ne détermine, n'impose aucun candidat. Alors, je ne vais pas détailler là-dessus, je ne suis pas du tout spécialiste de Cuba. Juste, je commence à me méfier de plus en plus de l'information des quotidiens quand ils appartiennent à des marchands canons ou à des banques. Donc en tout cas, il me semble que si nous écrivions notre constitution, nous devrions nous laisser la liberté, la latitude de choisir nous-mêmes les candidats et d'élire des gens, même s'ils ne sont pas candidats, alors peut-être qu'ils refuseront, mais au moins on les aura élus parce que très souvent ils accepteront. Et les gens qui acceptent, quand ils voient qu'ils sont nommés par un grand nombre de personnes, ils disent bon ok, j'y vais. Celui-là, en français c'est pareil, le mot volontaire c'est polysémique, il y a 2 sens pour volontaire. Le volontaire ça peut être le candidat, le gars qui veut y aller avant. Ça, c'est un sens. Mais le gars qui voulait rien du tout, il voulait rester chez lui, et puis on le désigne, tout le monde le désigne, allez, vas-y, ok, j'y vais. Pas longtemps, 1 an, oui, ok, 1 an, vas-y. Celui qui accepte, on dit aussi volontaire en français. C'est pas pareil, je sais pas si vous sentez la différence de mental qu'il y a entre le gars qui veut le pouvoir, qui cherche, qui est prêt à tout, presque tout pour l'avoir, et puis celui qui veut pas le pouvoir, mais qui veut bien pour rendre service, parce que ça fait partie, c'est organisé comme ça. Quand il y a des élections, si on est désigné, il faut le faire, sinon pour que ça marche, les gens qui acceptent dans ce contexte-là, ça ne va pas être les mêmes, on ne va pas avoir le même genre d'humain. Si on a le choix de nous-mêmes des candidats. Le respect du vote blanc, là je le cite juste parce que je ne développe pas, il y a trop à dire sur le respect du vote blanc, sur l'interdiction du cumul, mais tout ça serait dans la Constitution. L'interdiction du cumul des mandats, la limitation du renouvellement des mandats, le quorum, c'est-à-dire un taux minimum pour que l'élection soit valide. Parce que là, pour l'instant, ce qu'ils ont fait, c'est génial. C'est parce que c'est eux qui ont écrit les règles. Ce qu'ils ont fait, c'est que si aux élections, il n'y avait qu'un bonhomme qui vote pour l'élu, et tout le monde s'abstient. Tout le monde, donc c'est pas 80% d'abstention, c'est pas 90%, c'est 99,9999. Il n'y a qu'un gars qui est... Comme il n'y a pas de quorum, il est élu. Et nous, on se dit, il va avoir honte quand même, il est élu par lui tout seul et sa petite bande, ils sont 4 ou 5, il va avoir honte et il va manquer de légitimité. Et taratata. Ce qui compte, c'est la Constitution. La gendarmerie, elle obéit à la Constitution. La police, elle obéit à la Constitution. Les fonctionnaires, toutes les forces du pays obéissent à la Constitution. Si dans la Constitution, il n'y a pas de quorum,
les acteurs politiques sont élus même avec un tout petit nombre de voix et un très grand nombre d'abstentions. Et après ça, ce seront eux les chefs de la police, les chefs de l'armée, les chefs de l'administration, d'accord? Donc si nous écrivons la Constitution, il faut qu'on pense au quorum. C'est-à-dire qu'on dit, si le gars est élu avec moins de la moitié du corps électoral, eh ben on refait, on recommence, hein, et puis on recommence avec d'autres candidats en plus. Hein. Bon, le mode de scrutin pour l'Assemblée nationale, est-ce qu'on le fait mixte, majoritaire, proportionnel ou alternatif avec le vote à points, en appliquant la méthode de Condorcet, vous savez, mais il y a un paradoxe, donc on peut utiliser la méthode de Borda, je ne développe pas. Mais le choix du mode de scrutin, pour nous donner le moyen de dire, non pas je veux lui et pas les autres, mais je peux lui dire, lui je lui donne la moitié de mes points, lui je lui donne la moitié de mes points, et lui je lui donne des points négatifs, parce que lui j'en veux surtout pas. Mais ça c'est important de pouvoir dire ça. Pouvoir dire, mais il n'y a pas que lui que j'aime, il y a aussi lui que j'aime pas du tout. Et si on veut des représentants qui nous amènent la concorde, on a intérêt à avoir des candidats qui ne suscitent pas trop de haine. Et donc, en comptant les points avec les points positifs, négatifs, vous arrivez à ça rapproche les votes au centre, hein, de cette méthode-là. Mais en même temps, ça respecte mieux notre point de vue. Hein. Bon, je ne développe pas parce que ça nous amènerait probablement trop loin. Il faudrait qu'on ait pratiquement une journée si on voulait bosser sur les modes de scrutin. Les élus vont vous dire, je fais une parenthèse quand même, les élus vont nous dire, il y a quand même beaucoup plus démocratique, c'est une blague, l'élection n'est pas démocratique. L'élection serait, le mode de scrutin le plus démocratique, c'est le scrutin de liste, parce que c'est proportionnel et donc ça respecte mieux les nuances des volontés. Attendez, relisez ce que vous a dit Alain, le philosophe, Alain, le grand philosophe, l'immense bonhomme, je ne l'ai pas là avec moi, mais les propos sur le pouvoir, à lire absolument. Relisez ce qu'il vous dit sur les scrutins de liste. Moi, je ne défends aucun de ces modes de scrutin parce que je préfère autre chose à l'élection. Mais si on a l'élection, le scrutin de liste donne le pouvoir aux partis politiques. Il n'y a plus de place pour les individus seuls. S'il y a une liste, c'est le pouvoir aux partis. Avec le scrutin uninominal, à mon avis, Alain se trompait quand il défendait le scrutin uninominal parce qu'il se disait un homme seul, donc indépendant des partis, indépendant des pressions, et c'est vrai à petite échelle, hein, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un canton, c'est possible qu'un homme seul, avec un scrutin uninominal, un homme seul peut, par la confiance qu'il dégage autour de lui, peut obtenir les suffrages et être élu. Et c'est ça que défendait Alain contre le scrutin de liste et le suffrage proportionnel, le scrutin proportionnel, parce qu'il disait le scrutin proportionnel, ça donne tout le pouvoir au parti et c'est le début des intrigues et des bagouilles permanentes qu'on a connues pendant la troisième et la quatrième. Donc le choix du mode de scrutin, ça fait partie des choses à étudier quand on va étudier la Constitution. Regardez ce que j'ai écrit ensuite. Organisation de la deuxième chambre. J'en ai parlé un tout petit peu, mais la deuxième chambre, plutôt qu'être un Sénat, ça pourrait être une chambre de citoyens tirés au sort. C'est-à-dire qu'à côté de la chambre élue des partis professionnels, il y aurait une chambre des citoyens qui nous ressemblerait, qui serait tirée au sort. Si vous la tirez au sort, vous allez avoir la moitié de femmes. Il n'y a pas besoin de faire de quotas. Si vous tirez au sort sur les listes électorales, vous aurez la moitié de femmes. Et puis vous aurez 60% de salariés. Plus que ça, vous aurez 90% de salariés. Vous allez avoir une quantité considérable de gens qui nous ressemblent, quoi, hein, etc. Et vous allez même avoir une représentativité sur des caractéristiques auxquelles vous ne pensez même pas. Sur la patience, la gentillesse, l'empathie, des choses. Et parce que vous tirez au sort, vous allez avoir... Alors il faut que l'échantillon soit représentatif, donc il faut que pour un corps électoral comme la France qui fait 40 millions de personnes, il faut un échantillon représentatif, c'est un peu plus de 1000 personnes. Et si vous faites une assemblée de ministères, d'abord, c'est pas la peine de les payer autant que les sénateurs ou les députés, hein, il suffit de les payer normalement. Hein. Les gens normaux n'ont pas besoin de gagner des fortunes pour se donner du mal. Hein. Vous payez normalement, même un peu plus que normalement. Je vous rappelle que si on a repris la création monétaire, on est pété de thunes, donc on n'a pas de problème d'argent et de financement. Donc, et puis c'est vraiment des miettes, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Ce que ça va coûter une assemblée de 1000 personnes qui continuent à faire leur boulot, donc qui restent ancrées sur la réalité et qui vont être proches de nous, et ces gens-là vont devoir voter la loi à côté des professionnels de la politique. Donc, là, vous aurez l'avantage des deux. Si vous tenez à l'Assemblée élue, vous aurez les deux, et pour avoir les deux, pour avoir une loi, il faudra que les deux chambres. Je ne développe pas ça. Protection et énumération des services publics, vous avez vu que les plus riches parmi nous, c'est-à-dire les 1 pour 1000, hein, je dis malade mentaux, c'est pas gentil, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que le pouvoir rend fou, et l'argent rend fou. C'est-à-dire que trop d'argent,
Ça fait perdre l'empathie, ça fait perdre la vergogne, et ces gens-là sont en train de détruire tous les services publics. Ils sont en train de faire de tous les services publics des marchés privés, sources de profit. C'est à nous de les protéger dans la Constitution. Donc je ne développe pas, mais dans une Constitution digne de ce nom, je pense qu'un corps social soucieux de se protéger contre les accidents de la vie instituerait une série de services publics sans logique de profit, en les garantissant contre la privatisation. Alors évidemment, il y aurait un référendum avant toute nationalisation ou privatisation. Il faut bien sûr un contrôle public de la création monétaire et un contrôle public des banques. Contrôle public de la télé, alors ça fait peur aux gens, parce que contrôle public de la télé, on se dit c'est le gouvernement qui va contrôler la télé. Alors effectivement, si c'est le gouvernement qui contrôle la télé, c'est super dangereux, ça, effectivement. Mais c'est pas à ça que je pense. Quand je dis contrôle public, je pense pas à ça, je pense à un contrôle par des assemblées de citoyens tirés au sort. C'est-à-dire des assemblées de gens qui n'ont pas d'intérêt politique X ou Y très polarisé par rapport à la politique du moment. C'est des gens tirés au sort suffisamment nombreux pour refléter la palette des opinions politiques du pays, et qui, sur le plan médiatique, vont vérifier que la ligne qui a été dressée, qui a été fixée dans la Constitution, qui est par exemple de permettre, on pourrait dire dans notre Constitution, que les médias ne servent pas seulement à abreuver le peuple en information, mais les médias servent aussi à prendre ce que les citoyens ont à dire pour informer, pour que le peuple puisse parler au peuple. La télévision pourrait nous servir de porte-voix pour que les associations, ou même les individus, si ils sont trop nombreux, on les tire au sort, mais pour que les citoyens fassent société en se servant des médias pour se parler à eux-mêmes. Mais ça se prévoirait dans la Constitution. Bon, bien sûr, ceux qui veulent se comporter comme nos maîtres ont intérêt à ce que les médias soient comme des télécrans qui servent juste à nous surveiller et à nous abreuver d'une propagande, mais on n'est pas du tout obligé de limiter les médias, les télévisions à ce rôle-là. Dans une Constitution, nous pourrions, et à mon avis nous le ferions, nous écririons le double sens de l'information dans les médias, et c'est une chambre tirée au sort, probablement, à mon avis, c'est ce qui serait plus malin, qui vérifierait que tout se passe comme prévu. Bon, j'arrive à peu près au bout de ma liste, en tout cas de ce que je pensais à vous dire, avant d'arriver sur le référendum d'initiative populaire. Contrôle public des oligopoles, ça c'est déjà dans la Constitution, mais c'est pas appliqué. Ok, j'arrête là ma liste à l'après-vert, mais ça se bosse en fait. Je sais pas combien de temps j'ai passé là-dessus, j'ai l'impression, à vue de nez, j'ai passé 20 minutes, une demi-heure. C'est quelque chose sur quoi on peut passer plus longtemps. C'est-à-dire que si vous faites des cafés citoyens, des repères, voilà une série de sujets qui, à mon avis, méritent d'être approfondis. Et si vous trouvez des choses nouvelles, si vous me tenez au courant, vous me rendez service. Si vous trouvez des idées de contrôle bien fait, plus fiable, ou des idées pour favoriser l'initiative populaire, tout ça m'intéresse au premier plan. Et donc, mais ça veut dire qu'il faut y réfléchir quand même. Donc, il faudrait que si vous vous réunissez, vous avez là une liste de points importants qui mériteraient d'être développés. Est-ce que vous avez peut-être des questions là-dessus avant que je revienne un peu plus en détail sur le référendum d'initiative populaire, en vous expliquant comment ça existe dans certains grands pays et ce sur quoi nous avons, les grandes lignes de ce que nous avons évoqué dans notre forum sur le plan C, et puis ensuite comment on va procéder quand on va l'écrire nous-mêmes tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions sur cette liste-là, en dehors du référendum d'initiative populaire? Oui, Jean-Marc. Oui, j'en ai une réflexion qui m'est venue la suite quand tu parles des désignations d'assemblées citoyennes. Je pense que dans l'esprit des gens, quand on dit assemblée, on voit une grande salle avec 100 personnes, 400 personnes ou 1000 personnes, là c'est le plénum soviétique, mais maintenant avec les moyens modernes, on peut très bien avoir des gens qui se réunissent par département dans les préfectures ou même dans d'autres lieux, etc., et qui sont avec un système de visiophone, qui peuvent discuter entre eux. Bon, de toute manière, généralement, quand on parle dans un micro, il y en a qu'un qui parle à la fois. Donc, ça peut très bien se faire, et donc... avec des sous-assemblées par avec des sous-assemblées ou des assemblées par ailleurs, je ne sais pas, on peut trouver un système donc, qui ferait participer comme ça des milliers, puisque tu as au moins 3 assemblées, là déjà tu avais prévu 1000 personnes chacune, donc ça fait déjà au moins 3000 citoyens, et puis ça peut tourner parce qu'il peut y avoir par exemple des suppléants, quand les gens ne sont pas disponibles, bon, ben, ils le disent et c'est quelqu'un d'autre qui prend la place. Absolument, et les gens qui
comme ce sont des assemblées de gens qui continuent, les tirés au sort, ils gardent leur boulot. Oui, justement, parce qu'ils sont près de chez eux, donc ils peuvent continuer à travailler. Ils peuvent participer à l'assemblée. Et à la limite, ils n'ont pas besoin de grosses indemnités, donc ça n'attirera pas les gens. C'est pas un truc que tu vas faire pour t'en mettre plein les poches. Faibles indemnités, baisse de la corruption. Oui. Ok. Jean-Marc, c'est... Oui, il y a un acteur chaud qui voudrait la clim. Oui, il faudrait mettre la clim, s'il vous plaît, moi aussi, je commence à crever de chaud. Jean-Marc, là, je vous conseille de l'inviter dans vos cafés repères, c'est une perle, hein, c'est une ressource incroyable. Hein. C'est un gars vraiment intéressant. Sur les expériences, je vous signale, bon, je l'ai déjà signalé les 2 jours précédents, mais pour ceux qui n'étaient pas là, les assemblées tirées au sort, quand on débarque dans le sujet, tirage au sort, mais c'est quoi ce truc, quoi, premier abord, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me dit quoi, lui? Tirer au sort au lieu d'élire? Et puis quoi encore, quoi? Tirer au sort, le loto, n'importe quoi. Premier abord, ok, c'est troublant. Vous allez voir, faites crédit à cette idée, juste le temps de la travailler un tout petit peu pour vous apercevoir que les gens ne sont pas idiots et que s'il y a des gens qui défendent mordicus le tirage au sort, c'est pas par stupidité, c'est parce qu'il y a un considérable potentiel et que c'est pas le tirage au sort sec, c'est tirage au sort avec des institutions complémentaires de contrôle qui rendent le truc vertueux. Montesquieu, déjà, soulignait que le tirage au sort tout seul n'était pas vertueux en lui-même, mais qu'assorti des contrôles, des différents contrôles qu'avaient prévus les Athéniens, et du volontariat, les volontaires sachant qu'ils allaient être contrôlés, il y avait moins de volontaires, il n'y avait que des gens sérieux qui avaient un vrai projet et qui tenaient à leur truc. Et Montesquieu soulignait que le tirage au sort, avec ces institutions de contrôle, était tout à fait intéressant. Je vous recommande comme un stimulant, comme une réserve de bonne humeur et d'enthousiasme et d'optimisme, le livre de Saint-Omer qui s'appelle Petite histoire de l'expérimentation démocratique, qui avant était un livre noir qui s'appelait Le pouvoir au peuple, qui parle exclusivement des expériences de tirage au sort dans l'histoire des hommes, à commencer par Athènes pendant 200 ans, il y a 2500 ans. C'est absolument passionnant. Il y a un chapitre où il explique comment les Athéniens tiraient au sort tous les matins. C'est tout à fait marrant, le nombre, parce que c'est quand même, ils n'avaient pas de moyens modernes, hein, mais c'était très très organisé, ça marchait très bien leur truc. Hein. Et puis il y a plein d'autres expériences qui vont vous montrer que... Alors Saint-Omer, c'est un prof de fac, c'est quelqu'un de très 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 sérieux, c'est un universitaire, c'est pas du tout un écervelé, un savant fou, un cosinus, non, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, hein, et qui récapitule les expériences de tirage au sort et qui nous montre le spectacle de sérieux, de pondération, de calme, finalement de bon sens, mais dans le meilleur sens du terme, de sens parfait, quoi, hein, que donne le spectacle étonnant d'intelligence que donnent les assemblées tirées au sort. Les assemblées tirées au sort, on les fait réfléchir avant de décider. On les tire au sort, certes, et ils sont incompétents, d'accord. Un peu comme un élu qui vient d'être élu. Hein. L'élu qui vient d'être élu n'est pas compétent. Hein. C'est un médecin sur le réchauffement climatique ou sur un autre sujet, il est complètement incompétent. Il va devenir compétent en travaillant, et l'élu incompétent devient compétent en travaillant. Le tirer au sort aussi. Le tirer au sort, quand il bosse sur les OGM, il ne connaissait rien aux OGM, mais quand il a fait venir les gens de Monsanto pour expliquer pourquoi vous voulez les OGM, ensuite il dit ok, j'ai noté, voilà pourquoi il veut les OGM. Ensuite, quand il a fait venir les gens de la Confédération paysanne pour dire pourquoi vous ne les voulez pas, pourquoi vous ne voulez pas. Il fait revenir les gens de Monsanto, il a dit que les gens de Monsanto répondent. Organisation du dialogue. Ils font venir les gens, éventuellement à travers le monde, hein. Ils font venir les gens d'Amérique latine, les paysans d'Amérique latine, en disant, ou bien ils les interrogent par visioconférence, hein, ils se débrouillent, ou bien ils se déplacent eux-mêmes pour aller les voir, et ils interrogent les paysans d'Amérique latine pour savoir, vous êtes passé complètement au soja il y a 10 ans, au soja OGM, pourquoi vous l'avez fait, et si on fait le bilan, est-ce que vous êtes content? Et quand cette assemblée est tirée au sort, et ça peut être plusieurs, si vous avez peur de cette assemblée, faites travailler plusieurs assemblées comme ça dans le monde sur les OGM. Et regardez, si elles vous disent toutes, comme cette assemblée au Mali, qui a décidé à l'unanimité que les OGM, on n'a pas compris à quoi ça pouvait être utile.
Et on n'est pas sûr que c'est pas dangereux. Donc à l'unanimité, on dit, nous, on dirait plutôt non, hein, plutôt vraiment non, à l'unanimité. Si toutes les assemblées, si les 3-4 assemblées que vous avez fait dans le monde produisent le même conseil, vous avez quelque chose de scientifique là, et qui est bien plus fort que la discussion dans une assemblée nationale soumise à toutes les pressions, à tous les lobbies. Donc, ce petit bouquin sur les assemblées tirées au sort est Yves Saint-Omer, S-I-N-T-O-M-E-R, Petite histoire de l'expérimentation démocratique, la découverte. Remarquable. Sur le référendum d'initiative populaire dont je vais vous parler maintenant, on a une quarantaine de minutes. Sur le référendum d'initiative populaire, je vous recommande un document qui s'appelle Démocratie directe, qui est sur le net. Hein, ça, c'est un PDF que j'ai imprimé. Vous pouvez télécharger comme imprimé. Si vous voyez, ça s'est imprimé en recto verso. Ça fait un peu moins d'une centaine de pages. Démocratie directe, faits et arguments sur l'introduction de l'initiative et du référendum. Ces gens ont fait une synthèse des faits et des arguments à propos du référendum. Donc ils ont mis bien en balance les arguments des peuples qui le veulent, les arguments des élus qui n'en veulent pas, les faits, là où ça existe, comment ça marche, à quelles conditions, qu'est-ce que ça entraîne comme effet sur les impôts, qu'est-ce que ça entraîne comme degré de satisfaction parmi les personnes en question, dans quel genre de pays c'est appliqué. C'est absolument passionnant. C'est technique, enfin c'est technique. Oui, enfin il faut travailler, quoi. Hein, mais vous allez voir, sur ce sujet qui, à mon avis, est absolument cardinal, c'est une mine d'informations précieuses. Très bon document, ça. Hein, une très bonne synthèse. Il y en a d'autres, mais celle-là, c'est vraiment un très bon document. Alors, sur le référendum, je voudrais que, si vous voulez, comme je prétends que les peuples sont capables d'écrire eux-mêmes leur constitution. Il me semble, je cherche à montrer, je cherche à vérifier que je ne me trompe pas quand je dis les peuples sont capables d'écrire eux-mêmes leur contrat social, les peuples sont capables d'écrire eux-mêmes leur constitution. Bon, c'est une chose, je le dis. Et puis, j'ai fait des ateliers à Aix, je viens d'Aix-en-Provence, j'ai fait des ateliers, donc on appelle ça l'université populaire, où on a écrit des articles de constitution. Et je me suis aperçu, donc des gens dont c'est pas le métier, qui ne connaissent rien à la constitution, et on a commencé à écrire des articles. Et on a fait comme je vous propose de faire tout à l'heure, c'est-à-dire que je vous montre sur le référendum d'initiative populaire, je vous montre comment font quelques autres pays, je vous montre comment c'est actuellement dans notre pays, et puis je vous invite à réfléchir comment feriez-vous. Et puis on y va, on écrit. Et ce que j'ai observé dans les universités populaires à Aix, c'est que ça marche très bien. Nous sommes tout à fait capables. Les articles du plan C, là, c'est des articles, il y en a plein qui ont été écrits comme ça dans ce cadre-là. Et ça marche, c'est tout à fait. Si vous comparez la Ve République et puis cette République-là, vous allez voir que c'est des choix de société différents. Dans la Ve République, les citoyens n'en sont pas, ce sont des électeurs qui sont des enfants politiques, qui ne décident rien, même pas les candidats auxquels, même pas les individus à qui ils désignent le pouvoir, c'est même pas eux qui les choisissent. Ça, c'est la Ve République. Puis vous allez voir, dans une constitution qui est écrite par des gens normaux, vous allez voir que c'est des vrais citoyens qui votent eux-mêmes leurs lois, avec dans les communes la possibilité de voter eux-mêmes les lois qui les intéressent, etc. Alors, je ne reviens pas sur la définition, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'est le référendum d'initiative populaire, je pense que vous avez compris. Je vais vous lire, parce qu'on n'a pas fait la photocopie, mais je vais vous lire le TAE, le traité anticonstitutionnel européen, celui de l'Union européenne, là. Alors c'était l'article 147 dans le TAE, donc en 2005. Je ne me souviens plus, je crois que c'est l'article 11 dans le traité de Lisbonne, mais bon, peu importe. Vous allez voir comment c'est dit. Nos élus prétendent que dans les institutions européennes, il y a un référendum d'initiative populaire, et que ceux qui se battent contre sont des pisse-vinaigres, des bonnets de nuit, que nous sommes des aigris de toujours nous plaindre, alors que nous avons, dans les institutions européennes, disent-ils, le référendum d'initiative populaire. Alors je vais vous lire le texte du référendum d'initiative populaire vu par les élus. On parle de l'Union européenne. Hein. Des citoyens de l'Union, au nombre de 1 million, au moins, ressortissant d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission
s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'inviter la commission, ça veut dire qu'il n'y a pas de force contraignante. Hein. Ça veut dire que la force d'inviter la commission, ça veut dire que la commission fait ce qu'elle veut. C'est pas dit c'est pas dit, et elle fera ce qu'elle veut, et elle jettera à la poubelle si elle le veut, sans motivation, c'est pas écrit. Mais quand on dit d'inviter la commission, c'est ça que ça veut dire. 1 million de citoyens peuvent inviter la commission dans le cadre de cette attribution. Et tout ce qui n'est pas l'attribution, tout ce qui n'est pas la commission, c'est hors sujet, donc ce sera tout de suite jeté à la poubelle. À soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. Aux fins d'application de la Constitution. Ah ouais, donc si on veut changer la Constitution, ça c'est pas prévu. Par contre, pour mieux appliquer la Constitution, enfin ce qu'ils appellent la Constitution, ils devraient dire anti-constitution là, mais pour mieux appliquer la Constitution, si on a des idées pour mieux l'appliquer, on peut... Si on veut changer la Constitution, ça, on ne peut pas ça. Hein. D'inviter la commission. Bon, ben voilà, c'est fini. Après ça, la commission, elle va, si elle trouve que c'est pas digne de la poubelle, si elle trouve que, ouais, bon, ça, elle peut éventuellement le réécrire si elle veut, elle fait ce qu'elle veut avec, elle peut le réécrire à sa sauce, et elle va le passer au Parlement. Et le Parlement, il fera ce qu'il veut. Hein. Le Parlement, ils vont en discuter, on s'en fout. De toute façon, après ça, c'est fini, quoi. Nous avons le droit d'inviter la commission à transmettre au Parlement le texte, et puis, voilà. Attendez, un référendum d'initiative populaire, c'est pas ça. Un référendum d'initiative populaire, un petit nombre d'entre nous, posons une question au peuple entier, sans que les corps constitués puissent s'y opposer. Sans que les corps constitués puissent s'y opposer ou changer une virgule. Et si le peuple décide que oui, c'était une bonne question, et il décide que oui, le texte qui a été mis au vote a force de loi supérieure à toutes les autres lois. Ça a une force de référendum. Alors, Pierre, tu as l'article 11 de la Constitution, s'il te plaît ? Je l'ai toujours avec moi d'habitude, mais la version que j'ai, donc je vais vous lire maintenant. Vous devez l'avoir si vous avez imprimé le document 3, là, 03 texte, et je vais vous lire l'article 11 de notre Constitution française, enfin notre anti-Constitution française, vous allez voir, c'est fandard. Vous allez voir, c'est marrant. C'est une Constitution, en général, c'est pas marrant. Enfin, c'est marrant, c'est rire jaune, quoi. L'article 11, dans notre Constitution, c'est celui qui prévoit le référendum. Jusqu'ici, jusqu'à il y a 2 ans, il était prévu dans la Constitution que le référendum à l'initiative du prince, c'est-à-dire du président de la République. C'est précisément le type de référendum le plus dangereux pour le peuple. Le peuple a tout à craindre du référendum à l'initiative du prince. Pourquoi ? Parce que le prince, bien sûr, a intérêt à avoir un peuple qui le plébiscite, qui l'acclame, qui le porte au nu, et le prince, évidemment, s'il est à l'initiative du référendum, va choisir les questions, il n'est pas bête, hein, c'est pas parce qu'il est prince qu'il est idiot, il va choisir les réponses qui naturellement nous conduisent à dire « ouais ». Et après ça, le prince peut verrouiller et supprimer toutes les libertés, il peut faire à peu près ce qu'il veut pendant l'état de grâce qui va suivre en disant « le peuple vient de m'acclamer, attendez, qui êtes-vous pour me parler sur ce ton, moi qui viens d'être acclamé par le peuple ». Voilà le danger du référendum à l'initiative du prince. J'attire votre attention là-dessus parce que j'ai des copains de gauche, vraiment, et de vraie gauche, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Des copains de gauche qui se méfient comme de la peste du référendum. Et de tous les référendums, en disant que les référendums sont césaristes. Les référendums qui sont césaristes, c'est les référendums à l'initiative du prince. Les référendums d'initiative populaire, c'est pas césariste du tout. C'est anti-césariste. Et c'est une erreur, ça, des copains de gauche, de dire que les référendums, c'est césariste. Ça, c'est une erreur. Mais c'est une grave erreur, parce que ces gens-là de gauche, ils sont très gentils, hein, ils sont sincères, ils cherchent le bien commun, hein, mais ils se trompent sur un point central de notre impuissance ou puissance politique. Oui ? Ah, alors une objection. Mais si ce sont les copains... Une seconde, il vous faut le micro. Il est tombé là.
Alors, Juste une réflexion, mais si ce sont les amis du prince qui lancent le référendum? Alors, on ne peut pas se mettre à l'abri de tout, mais effectivement, si on a l'institution du référendum d'initiative populaire, on risque, évidemment, et vous faites bien d'y penser, les référendums à l'initiative des amis, des élus et du prince. Mais si vous voulez, ce danger-là existe. Mais il faut se rendre compte que ce référendum, cette situation que vous décrivez dangereuse, elle va se perdre dans un océan de référendums d'initiative populaire sur d'autres sujets ou sur les sujets contraires. C'est-à-dire que le référendum à l'initiative du prince, vous allez en avoir un tous les 36 du mois. Vous allez en avoir un tous les 10 ans. Vous allez en avoir un de temps en temps qui juste le temps de légitimer le bonhomme, et puis après c'est fini. Là, si on se fait enfler par les amis du prince parce qu'ils ont fait leur campagne, et on s'aperçoit qu'on s'est fait enfumer par ces gens-là, la mécanique du référendum d'initiative populaire va nous permettre, moyennant une campagne raisonnable, qui n'est pas une campagne colossale où il faut qu'on réunisse des millions de personnes, puisque le référendum d'initiative populaire, c'est un petit nombre de personnes qui peut déclencher, on va pouvoir réagir, corriger le tir dès l'année suivante. À l'initiative du prince, vous allez avoir très peu de référendums et toujours ciblés dans l'intérêt du prince. Le référendum d'initiative populaire, c'est pas une panacée, mais d'ailleurs la démocratie et la constitution que nous allons écrire, c'est pas une panacée, il va rester des problèmes. Hein. Et d'ailleurs, nous allons probablement nous tromper. L'Assemblée tirée au sort, à côté de l'Assemblée élue, elle va probablement faire des bêtises. Oui, des bêtises. C'est-à-dire qu'elle va voter des choses que vous n'auriez vous pas voté. Vous avez dit, mais c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Oui, mais elle va le faire. Ok. Mais les élus aussi font des bêtises. Hein. Les élus aussi se trompent. Donc, tout ce qui est vivant se trompe. Ce qui est important, c'est d'avoir des institutions qui permettent, quand il y a quelque chose à décider, on donne la parole à toutes les opinions, surtout les opinions dissidentes, pour être sûr d'avoir bien compris tous les tenants et les aboutissants de toutes les décisions. Et puis, une fois qu'on a bien donné la parole à tout le monde, on tranche en ayant le moyen de changer d'avis dès qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Je n'ai pas de meilleure solution que de nous impliquer tous sans savoir à l'avance qui va dire une bêtise ou qui va dire quelque chose de génial. C'est ça l'avantage de l'Iségoria, c'est que comme on sait que chacun d'entre nous peut avoir une idée géniale et qu'on ne sait pas à l'avance qui c'est, et bien en donnant la parole à tout le monde, chacun peut parler, tout le monde va se taire et chacun va pouvoir faire sa proposition, et nous allons démêler le vrai du faux, le juste, l'erreur de la non-erreur. On va pouvoir départager tout ça à l'occasion d'une discussion en nous donnant la parole à tous et à toutes les opinions dissidentes. On diminue le risque de se tromper, mais on sait qu'on ne les limite pas. Et quand on se trompera, on a des procédures aussi pour revenir sur une décision. À Athènes, ça s'appelait le graphé paranomon, qui permettait de revenir sur une décision de l'Assemblée, ou les angéliques, qui était une autre procédure qui permettait de revenir sur la responsabilité d'une personne qui avait mal conseillé. Ces noms-là, j'aime bien, ils sont sympas. C'est des gens qui avaient bien réfléchi aux problèmes que pose la démocratie et qui donnaient des noms aux institutions importantes. En tout cas, sachant que nous allons nous tromper, nous avons besoin d'institutions qui nous permettent de corriger le tir quand on s'est trompé. À l'initiative du prince, quand on va s'apercevoir qu'on s'est fait tromper, si on n'a que le référendum d'initiative du prince, c'est une catastrophe pour nous. Parce qu'on va nous renvoyer dans les dents à chaque révolte, mais souvenez-vous que le prince a eu l'assentiment du peuple. Oui, est-ce que je ne me fous pas de vous quand je réponds, j'ai répondu suffisamment. Vous me dites rien. Si vous trouvez que j'ai mal répondu, je suis passé à côté, j'ai fait une pirouette, revenez à la charge, hein, on est entre nous, c'est pas la télé. Hein. La télé, vous savez, vous posez une question, et puis si le gars il répond à côté, il se fout de vous, quoi, hein, il botte en touche, et puis vous pouvez pas reprendre le truc. Si vous trouvez que j'ai mal répondu, n'hésitez pas, hein, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche à pas me tromper. Oui, il faut un micro. C'est Pierre ? Bon, j'essaie de m'imaginer ces constitutions alternatives rédigées, la manière dont elles vont se substituer à la constitution ou les constitutions prison qui sont les nôtres. Donc, comment on fait ? Comment on fait concrètement ? Le rapport de pouvoir. Alors, je vais aller vite là-dessus. C'est une question récurrente qui revient à chaque fois. Je vais aller vite, mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir les vidéos, parce que
j'ai plus beaucoup de temps sur l'affaire d'initiative populaire, je dis pas du tout ça pour me défiler, mais je sais que très souvent j'ai besoin de 5-6 heures. Voilà, donc là, si je sais que j'ai 2 heures, je sais que je vais manquer de temps. Mais je vais quand même vous répondre. Nous sommes dans une prison politique, nous n'avons absolument aucun pouvoir. Nous sommes faiblissimes. Faiblissimes, c'est-à-dire que même quand on se fait trahir au dernier degré, nous avions voté non au référendum de 2005. Un traité épouvantable, on avait dit non, putain, massivement, malgré tous les médias, tiens, c'était super clair. 2008, coup d'État de 2008, 4 février 2008, coup d'État. Il nous impose par voie parlementaire. C'est traître. Nous impose par voie parlementaire le même texte, remis en désordre pour qu'on y voit du feu. Ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Mais c'est pas nous les abrutis, c'est eux les traîtres. Et malgré ça, on ne peut rien faire. Donc nous sommes dans une prison politique. Ils ont en face, ils ont l'argent, la planche à billets, ils ont le pouvoir politique. Ils ont le pouvoir judiciaire, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont les médias, ils ont la culture. Ok, le rapport de force, c'est perdu. Si on engage un rapport de force, on se fait écraser. Ok, c'est mal barré. Mais un monstre, s'il attrape la crève, il perd presque toutes ses forces. Il est au lit, il gémit. Un monstre, un Golgoth. Je suggère que nous collions une maladie à l'oligarchie en cherchant son point faible. Nous sommes très nombreux, mais nous sommes faibles surtout parce que nous sommes désunis et parce qu'on ne s'en prend pas aux causes, on s'en prend aux conséquences. On s'en prend à la catastrophe nucléaire, on s'en prend à la catastrophe écologique en général, on s'en prend à la corruption, on s'en prend au sabordage monétaire, on s'en prend aux injustices dans l'entreprise et au droit féodal qui règne, qui ne protège que le propriétaire contre les travailleurs, etc. etc. Vous prenez tous nos actes de résistance sont sur des conséquences de notre impuissance politique. Nous savons très bien quelles sont les solutions politiques, les solutions techniques dont nous avons besoin. Nous n'avons pas de problème technique, nous n'avons aucun problème technique, même pas avec le chômage. Hein. Le chômage, c'est très facile de régler le chômage. Hein. Vous insufflez de la monnaie au lieu de mettre la monnaie, au lieu de mettre des milliers de milliards dans les poches des banques, vous mettez quelques milliards dans la poche des citoyens. Vous réglez le problème du chômage, vous faites disparaître le chômage et ça vous coûte beaucoup moins cher. Simplement, donc on n'a pas de problème technique, on a un problème politique avec les acteurs qui servent les intérêts des banques, qui les goinfrent pendant qu'ils nous ruinent. Ok. Je suggère qu'au lieu de nous en prendre aux conséquences, à la corruption, tout ça, nous en prenions à la cause, et la cause, c'est notre impuissance politique. D'où vient cette impuissance politique? De la Constitution. Qui a écrit cette Constitution? Des professionnels de la politique. Mais comment se fait-il que des professionnels de la politique, qui sont évidemment jugés partis, puissent écrire la Constitution? C'est parce que nous, incultes, paresseux, ignorants, lâches, obéissants, dociles, oui, formatés, déformés par une éducation soi-disant républicaine, mais en fait plutocratique. On nous apprend que plutocratie égale, enfin élection égale démocratie, démocratie égale élection. Répète mon petit, alors je répète moi depuis 50 ans, je répète élection égale démocratie, démocratie. Oh, il a mis en place des élections, oh, c'est enfin une démocratie. Ah, il n'a pas les élections, ça n'est pas une démocratie. On nous répète ça dans tous les livres. Et donc, déformé, donc j'en étais à dire, comment se fait-il que des professionnels de la politique arrivent à écrire la Constitution? C'est parce que les peuples du monde, partout dans le monde, à toutes les époques, renoncent pour différentes raisons, paresse, inculture, déformation, simple ignorance de la réalité, renoncent à écrire eux-mêmes la Constitution, renoncent à faire attention au processus, renoncent, oublient d'interdire dans le processus constituant, d'interdire aux professionnels de la politique de mettre les pieds. Il me semble que là, peut-être que je me trompe, hein, et je vous invite comme un service à me dire si vous avez l'impression que je me trompe, parce que je l'ai dit à l'instant, mais c'est plus que... C'est pas du tout une pirouette ou une formule de hypothèse, c'est vraiment ça que je cherche. Je cherche pas à avoir raison, je cherche à pas me tromper. Donc si je me trompe, il faut me le dire, et on va comme un cerveau collectif, on va commettre de moins en moins d'erreurs. Mais il me semble avoir trouvé un point au laser très très précis qui est notre cause commune, c'est l'origine de notre impuissance politique et du fait que nous n'arrivons à régler aucun des problèmes dont nous avons les solutions techniques. Donc, j'ai là à la fois un truc qui nous réunit et qui prend le problème à la cause au lieu de le prendre à la conséquence. Putain, on a un truc génial là, un truc, c'est une idée nouvelle, prometteuse, un truc qui peut marcher. Ça ne peut marcher que si on s'en empare tous.
C'est-à-dire que je ne dis pas de renoncer d'ailleurs à nos spécialisations sur telle et telle conséquence, parce que c'est très utile que chacun ait bien compris comment elle fait telle et telle arnaque. C'est très important que notre corps social comprenne comment on se fait enfumer. Mais il faudrait que les résistants intègrent dans leur logiciel, intègrent dans leur puzzle cette pièce centrale, je crois, que les choses ne changeront que si nous écrivons nous-mêmes la Constitution. Et que donc, il va y avoir une insurrection. C'est-à-dire que quand ils vont commencer à nous taper sur la gueule comme ils tapent sur la gueule des Grecs ou des Espagnols, on va se révolter comme se révoltent les Grecs et les Espagnols. Il va y avoir une insurrection. Okay. Mais les Tunisiens viennent de se révolter. Les Tunisiens viennent de se révolter et ils n'avaient pas réfléchi comme je suggère là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élu une assemblée constituante qui est en même temps législative. Ils sont rentrés chez eux au lieu de les surveiller. Résultat, ils se font enfumer. Ça va être pire que pire. Donc, je suggère que, en sortant d'ici, au lieu de parler du programme de télé, de foot, de recettes de cuisine, du match de tennis, je ne sais pas quoi, vous parliez de ça. C'est-à-dire que vous parliez de la Constitution, et qu'est-ce qu'il y a dans une Constitution, et si on l'écrivait, alors où est-ce que tu en es? Je suis en train de bosser sur la responsabilité des juges, et moi je bosse sur la responsabilité du Parlement. Attends, la responsabilité du Parlement, c'est les élus, ou bien c'est les tirs au sort? Ah bah oui, ils peuvent faire des conneries, donc il faut les surveiller aussi. Donc on fait une chambre tir au sort pour surveiller la chambre des citoyens. Ah mais tu fais plein de chambres de contrôle quand même, tous ces contrôles, ça me fait peur. Oui, mais attends, là il s'agit de contrôler ceux qui ont le pouvoir, pas de contrôler. Alors si tu fais pas ça, c'est eux qui vont te contrôler, c'est eux qui vont contrôler le peuple. Pour que ce ne soit pas les gouvernants qui contrôlent le peuple, il faut que ce soit le peuple qui contrôle les gouvernants. Et ces discussions que vous allez avoir entre vous vont faire monter votre niveau. Et ce qui, à mon avis, ça ne peut changer quelque chose que si, quand vous sortez de là, vous commencez à bosser et vous devenez ce qu'on appelle, on s'appelle entre nous, c'est l'image qu'on a trouvée. Alors, au début, ça faisait objet d'un débat, mais maintenant, c'est tellement le mot qui est utilisé que on fait comme ça, on s'appelle des virus. On reconnaît une maladie à l'oligarchie, au monstre oligarchique. Et donc, on est des gentils virus, des virus démocratiques. Et il faut qu'on arrive à transformer les gens qui sont autour de nous, qui sont les cellules du corps social, qui sont potentiellement tout à fait, possiblement actives et utiles, mais qui pour l'instant roupillent. Eh ben, il faut les réveiller, et non seulement les réveiller, mais les rendre elles-mêmes contagieuses, c'est-à-dire qu'elles deviennent capables de devenir elles-mêmes formateurs de formateurs. Et ce processus de formation populaire, à la base, on compte pas sur ils ne parleront pas de nous à la télé, on s'en fout. Ils ne parleront pas de nous dans les journaux, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça. On a Internet, et puis on a nos réunions à nous. Il suffit qu'on trouve la bonne idée, formulée de la bonne façon, qui s'applique au bon endroit, et qui est suffisamment bien pensée pour être vraiment commune entre les gens, des gens qui sont de plusieurs bords politiques, qui ne s'aiment pas du tout, mais qui ont tous comme point commun d'être impuissants. Et ces gens-là ont un intérêt commun à dire: instituons notre puissance, on se disputera après. Et dans la nouvelle assemblée enfin souveraine, il y aura tous les camps, même des camps que vous n'aimez pas, et peut-être que sur un sujet vous allez perdre, sur l'avortement par exemple, l'Assemblée va décider de relégaliser, enfin d'interdire une partie des avortements. Oui, mais sur l'autre, sur tel autre, sur la retraite, sur le droit des propriétaires qui va diminuer dans l'entreprise, sur plein d'autres sujets que vous allez gagner. On ne va pas gagner sur tout. Chacun d'entre nous va avoir une assemblée démocratique, ne pas décider la même chose que ce qu'on aurait fait. Globalement, je suis certain qu'une assemblée démocratique, je sais qu'elle va se tromper sur certains points, mais globalement, elle va bien mieux servir l'intérêt général qu'une assemblée plutocratique. Mais à condition qu'on le veuille. Et je pense l'idée que nous en parlions entre nous avant de nous révolter comme les Tunisiens. Et je ne sais pas quand aura lieu la révolte. Et ça, c'est pas parce que je ne sais pas quand aura lieu la révolte que ce que je dis est faux. On s'en fout, même à la limite. Enfin, il ne faut pas que ce soit trop tôt. Aujourd'hui serait trop tôt. Et si on demande aux gens dehors, est-ce qu'on élit ou est-ce qu'on tire au sort une assemblée constituante, ils vont dire il faut l'élire. Donc ça, c'est un préalable à la solution Cantona, par exemple. Oui, mais oui, Cantona, enfin, elle est bien, elle est pédagogique parce qu'elle nous sensibilise, l'idée Cantona, mais si on met par terre le système financier, on va revenir à l'état de nature, et c'est pas beau. Je veux dire, on va s'entretuer, quoi. Et sans rien changer, je veux dire, ils vont se marrer. Il y a des tas de gens qui ont toutes les réserves pour attendre qu'on ait fini de s'entretuer, pour que, alors là, on va faire un boulot qu'ils voudraient faire depuis longtemps, d'ailleurs, au passage. Donc, à mon avis, écrivons notre constitution et reprenons le contrôle public de notre système financier
on va nationaliser tous ces organes financiers, on va les nationaliser, mais il faut d'abord qu'on institue notre puissance politique. Et ils sont trop forts en face pour que si on est une poignée, même si on est 1000 fois plus que ce qu'on est là, c'est-à-dire si on est 50 ou 60 000, ça ne suffira pas du tout. Il faut qu'on soit 60 millions. Plus même. Hein. Il faut qu'on soit même des milliards en Europe. Mais vous allez dire, des milliards, on n'y arrivera jamais. Si chacun fait... Bon, moi, je me lève la main, j'en vois plein des gens. Si vous commencez à faire pareil, ça va marcher de la même façon. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas du tout un surhomme. Hein. Je suis quelqu'un de banal comme vous. Juste, je bosse. Voilà, donc je bosse, donc je progresse. Ben, quand vous allez commencer à bosser, vous allez voir, vous allez progresser. Et je vous suggère, j'ai trouvé l'idée à Bruxelles il y a 15 jours. Il y avait une conférence, il y avait plein de monde. Ils étaient 300, 350. C'est super, c'est très actif, très très intense. Et j'ai trouvé une idée, je leur ai dit, mais si on faisait comme la nature, vous savez, la nature, elle essaye tout. Et puis ça marche pas, 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 ça marche, ça marche. Alors ça marche, ça marche. Et c'est en essayant plein de trucs, faites des petites assemblées chez vous, la même que celle-là, mais en beaucoup plus petit, une assemblée de copains, puis vous filmez. Alors, pas les premières fois, mais les premières fois, on est maladroit, on se fait rembarrer pour rien, parce qu'on n'a pas encore assez bossé, donc on rentre chez soi, on dit, il m'a répondu ça, putain, j'aurais dû lui répondre ça, tiens, alors vous recommencez, vous les réinvitez, il faut passer plusieurs couches pour convaincre, quand même, il faut se désintoxiquer de 50 ans, 40, 50, 30, 40, 50 ans de propagande, il faut quand même passer plusieurs couches, il faut gratter la terre, arroser vos graines. Et vous allez progresser, et puis à un moment, vous commencez à vous sentir bien, vous faites des cafés repères de la Bassie J'y suis, vous commencez à être bien entraîné, filmez-vous. Et puis ensuite, les bouts, tiens, ça s'est bien passé ce soir-là, il y avait une bonne ambiance, il y avait des jeunes, des étudiants qui ont une idée, il y a eu un ping-pong qui était super, et dans l'adversité, il a fallu que je réponde, ce jour-là, j'étais bien inspiré, j'ai bien répondu, ce truc-là est filmé, si ça vous êtes en train de trouver le petit bout de buzz, qui va faire le petit bout de vidéo qui va faire du buzz et qui va être traduit. Tout de suite, on va voir que ça c'est bien dit là. Ça, ce truc-là, il y a tout en moins d'une minute. C'est vachement bien ça. On l'avait jamais dit aussi bien. Et c'est vous qui l'avez trouvé. Hein. Je ne peux pas savoir encore qui va le trouver ça. Mais c'est l'un d'entre vous qui avait trouvé cette formulation-là. Allez, on s'y colle, on la traduit, et c'est elle qui va spread, qui va se répandre en sous-sol, toujours en sous-sol, sans avoir besoin des médias. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut devenir actif, hein, il faut s'en occuper, il faut bosser, mais je trouve ça très prometteur cette idée-là. Bon, j'étais plus long que ce que je Il y a des interventions. Comment? Il y a des interventions. Oui, je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais juste simplement au niveau de la méthode, à partir du moment où on se lance dans une réflexion qui est au niveau de l'éducation populaire, je pense que c'est magnifique, sur la réflexion sur soi-même et sur ce qu'on peut faire, mais après, quand on met dans le pot commun, comment vous réfléchissez justement à faire qu'il y ait des ponts entre les différentes constitutions qui peuvent être écrites et comment on arrive à avoir un minimum de consensus pour la soumettre? Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a une réflexion qui a été faite. Le deuxième point, c'est sur la fréquence des référendums d'initiative populaire. Comment on peut éviter la trop grande fréquence s'il faut l'éviter? La première question, c'était... comment on c'est intéressant de réfléchir chacun dans son coin. Voilà, c'est ça. L'aboutissement, il y a quand même un moment, il y a des étapes, j'imagine que vous avez réfléchi à ça. Comment on fait fructifier les étapes de chacun, quoi. Alors, d'abord, les constitutions auxquelles vous allez penser chacun dans vos repères de la Bassie J'y suis, dans vos cafés citoyens, café philo, les constitutions que vous allez commencer à penser, elles n'ont pas plus de légitimité que celle des autres, que la mienne. Enfin, on n'est pas en train d'écrire la Constitution. On est en train, c'est un geste pédagogique, on est en train, et psychologique, nous sommes en train de nous apercevoir et de prouver par les faits que nous sommes capables que des gens normaux sont capables de le faire. Et en même temps, on est en train de s'habituer en détail à la checklist de ce qu'on va vérifier dans la prochaine. Et on ne risque pas de se faire enfumer parce que là, la prochaine fois, on va faire attention. Donc il y a un entraînement à une certaine expertise constituante. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être constituant. Moi, je suis complètement prêt à ne pas être constituant. Je m'en fous pas mal d'être dans l'Assemblée constituante ou pas. Vous voyez, je n'ai pas du tout besoin d'être dans l'Assemblée constituante. Je ne suis pas un chef, je n'aspire pas à ça. Et j'imagine que vous êtes très nombreux comme ça. La plupart des gens normaux n'aspirent pas au pouvoir, ne veulent pas de pouvoir. Ils veulent juste pas d'abus de pouvoir. Ça, par contre, ça les gonfle, mais en même temps, ils ne prennent pas le problème à la racine. Et donc, il ne s'agit pas de synchroniser la myriade de projets qui va s'écrire un peu partout pour s'exercer, pour voir que c'est possible. Il ne s'agit pas de les synchroniser, on n'en est pas encore là.
Par contre, on peut s'informer. Alors, je ne sais pas encore comment on peut se fédérer pour se tenir au courant. Il faudrait créer un site où on se tienne au courant, sujet par sujet. Ça, il y a peut-être un outil informatique à créer, je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Synchroniser nos expériences illégitimes mais pédagogiques, ça, je n'ai pas réfléchi à ça. Par contre, quand on va, après la révolte, créer le processus sur on ne veut pas de professionnels de la politique. On veut que ce soit entre nous. On écrit entre nous, commune par commune, on écrit et constitue commune ou groupe de communes par groupe de communes, hein, c'est parce que c'est les petites communes. Si on a 36 000 projets, ça va être trop lourd. Vous savez, lire une constitution, c'est un boulot. Hein. Elles vont être courtes, hein, nos constitutions, elles vont être courtes et claires. Nos constitutions vont être courtes et claires parce qu'on sait que, par un analphabète, mais quelqu'un de très simple doit comprendre le truc. Alors que le projet des oligarques, Napoléon disait qu'elle devait être obscure, hein, la constitution, courte et obscure, pour qu'on ne comprenne rien. Évidemment, c'est un projet d'oligarque, mais nous, on a un projet démocrate, donc on va avoir une constitution probablement courte et claire. Mais malgré tout, en lire 3, 4, 5, 10, ça va devenir une purge. Enfin, c'est comme un paquet de copies. Enfin, c'est un peu plus intéressant qu'un paquet de copies, un paquet de copies, mais... Enfin, s'il y en a trop, s'il y en a 36 000 à lire, c'est pas la peine. Hein? Donc, ce ne sera pas dans les 36 000 communes, on va avoir des regroupements de communes probablement. Mais déjà, si c'est par département, s'il y a une assemblée constituante par département, ou 2 ou 3 par département, c'est déjà bien. Hein. Et à ce moment-là, c'est tous ceux qui veulent y participer, ça fera des grandes assemblées par département. Je sais pas. Faut réfléchir au degré. Ou bien on tire au sort une assemblée constituante. C'est les 2 voies que je vois pour avoir une assemblée désintéressée. Et effectivement, si on décide de l'écrire nous-mêmes, département par département, commune par commune, il va y avoir un problème de synchronisation. À mon avis, il faudra qu'il y ait une chambre centrale. Je sais que je vais vous embêter si je dis qu'elle est à Paris, mais comme tous les trains, toutes les voies de communication, tout est fait pour communiquer à Paris. Ça peut être à Paris avec des tas de gens qui viennent de partout. Ça ne va pas être des Parisiens là-dedans, ça va juste être à Paris parce que c'est... Enfin bon, peu importe. Il va y avoir une chambre qui est centrale, qui n'est pas une autorité, mais dont le boulot est de faire remonter les informations des différents départements, de comparer ce qui est comparable. Quand c'est la même chose, eh ben, on met en facteur pour qu'il n'y ait pas une multiplicité. Et par contre, à chaque fois qu'il y a des options, on les présente côte à côte et on les fait redescendre vers les différents centres pour dire voilà où on en est tous. Et il va y avoir, j'imagine, des allers-retours. Je ne crois pas que ça ait jamais existé. Je ne suis pas très clair moi là-dessus encore. Hein. C'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Comment est-ce qu'on va faire? Mais je suis sûr qu'on va trouver quelque chose de malin. Hein. On sait se fédérer. Hein. Les gens sont déjà fédérés. Il y a déjà des... Alors, sur le nombre de référendums. Dans le plan C, on a prévu 2 jours qu'on appelle la fête du référendum. Qu'on a mis la nuit du 4 août, enfin le 4 août, comme jour symbole, et puis 6 mois à 6 mois d'écart du 4 août, il y a le 4 février. Vous vous souvenez du 4 février 2008, le jour de la haute trahison? Maintenant, on met une autre fête du référendum pour que plus jamais ça n'arrive. D'ailleurs, je vous rappelle que, je ne sais pas si vous savez, mais si vous écoutez Guillemin, je vous conseille d'écouter Henri Guillemin. Henri Guillemin, G-U-I-2-L-E-M-I-N. Une pure merveille. Il n'y a rien de plus jouissif à écouter que les conférences de Guillemin. Un historien, un gars gentil, patient, un historien des pauvres, quelqu'un qui va vous expliquer, il est très précis, très savant. Peut-être qu'il se trompe quelquefois, mais on vérifiera, on recoupera, mais vous verrez que la plupart du temps, c'est très 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 utile ce qu'il nous apprend. Ce gars-là nous explique la Révolution française, Napoléon, crapule de Napoléon, salopard de Talleyrand, nous explique la Commune de Paris, la guerre de 1870, la Commune de Paris de 1871, nous explique l'avant-première guerre mondiale, essentiel pour comprendre aujourd'hui tout ça, essentiel pour comprendre aujourd'hui, c'est la même chose on a les mêmes affreux qui s'appelaient centre-gauche, les affairistes et les banquiers pendant la Troisième République, les affairistes et les banquiers, ceux qui déclenchaient les guerres. Quand la foule commençait à bouger à Paris et commençait à se lever pour envoyer ces jeunes gens qui avaient le sang trop chaud, les envoyer loin de Paris, ils déclenchaient les guerres et ils s'appelaient centre-gauche. Et c'était les affairistes et les banquiers, des royalistes qui ont mis en place la République.
des royalistes, 600 royalistes, hein, qui ont voté la République en disant, après avoir été convaincus par Thiers, que c'était bien mieux que la monarchie, c'était bien plus malin, c'est impossible de lutter contre ça. Ils avaient bien compris que c'est impossible de lutter contre la volonté générale. Nous sommes la volonté générale, nous sommes le peuple, nous sommes la nation. Donc ce sont des royalistes qui ont mis en place ce régime plutocratique contre lequel nous n'arrivons pas à résister. Et donc c'est Guillemin qui vous explique ça, qui explique l'avant-première guerre mondiale et l'avant-deuxième guerre mondiale, toute guerre inutile, des guerres voulues pour des raisons intérieures, des raisons de politique intérieure, de riches qui ont peur des pauvres. Ce que nous explique Guillemin, c'est que, bon, je sors complètement de mon référendum d'initiative populaire, mais bon, ce que nous explique Guillemin, c'est que là, les plus riches, ce qu'on appelait les possédants, Lafayette les appelait les honnêtes gens, étaient républicains, ont été républicains et ont défendu le suffrage universel tant que le suffrage universel les a mis au pouvoir. Là, ils étaient pour l'élection. Et puis quand ils ont vu les socialismes monter avec le marxisme, quand ils ont vu les élections commencer à être perdues par les notables, là, ils sont devenus fascistes. Là, ils sont devenus anti-républicains. Ils se sont mis à tout faire pour détruire les républiques parce qu'ils n'arrivaient plus à gagner des élections. Ça, c'est une clé de lecture que je trouve essentielle pour comprendre l'histoire des 200 ans du gouvernement représentatif et comprendre là où on en est aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que ce mot fascisme? Qu'est-ce que ça veut dire fascisme? Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que fascisme, c'est racisme. À mon avis, c'est une erreur gravissime. Parce que si on croit ça, on oublie de cibler notre vrai problème qui est l'excès de pouvoir et l'excès de richesse. Les gens qui ont trop de pouvoir, les gens qui ont trop de richesse deviennent fous et sont prêts à nous massacrer, sont prêts à massacrer la commune, sont prêts à nous envoyer en 1870 à la guerre, sont prêts à nous envoyer la première guerre mondiale de la boucherie, sont prêts à nous envoyer la deuxième guerre mondiale, plutôt Hitler que le Front populaire. Plutôt Hitler que le Front populaire. Et le fascisme, c'est les ultra-riches qui ont compris qu'avec les élections, ils ne peuvent plus gagner et qui deviennent violents. C'est ça le fascisme. Hein. Enfin bon. Alors, sur le référendum d'initiative populaire, nous avons, la fréquence, pour l'instant, nous sommes arrêtés à 2. Mais on peut discuter, tout ça c'est open évidemment. On a dit 2 pour que ce soit assez fréquent, pour qu'on en ait souvent, s'il y a quelque chose d'urgent, qu'on puisse le faire. Et donc ce serait 4 février pour se souvenir de la trahison du 4 février 2008, et 4 août pour se souvenir de la trahison du 4 août. Pourquoi trahison du 4 août? Vous allez voir, Guillemin va vous expliquer que le 4 août, il n'y a aucun privilège qui a été aboli. Aucun privilège n'a été aboli le 4 août 1789. En 1789, les nobles ont eu très peur. On était en train de brûler leur château, ça allait mal pour eux, hein, ça sentait le roussi. Et les nobles, la nuit du 4 août, ont dit on promet qu'on va abolir les privilèges à condition qu'on nous les rachète pour 30 annuités. C'est-à-dire que si les paysans étaient capables de payer 30 annuités, ok, c'est fini pour les privilèges, c'est-à-dire le droit de prélever l'impôt, gna gna gna. Ça, c'était juste pas possible, quoi. Donc c'était du foutage de gueule absolu. Celui qui a aboli vraiment les privilèges en 1993, c'est Robespierre. Et donc la nuit du 4 août, c'est une nuit d'enfumage. C'est une nuit de trahison. Soigneusement montée en épingle par les philosophes et les historiens des riches. Je vais me faire remonter les bretelles, hein, moi, tout le temps parler des riches. Hein. On va me dire tu es un populiste. Chouard, c'est un... Ouais, un populiste. Bon. Alors, référendum. Je vous ai distribué, donc je vous ai fait passer les formulations de quelques pays dans lesquels ça existe. Parce que ça existe dans quelques pays. On a vu... Ah oui, je devais vous lire celui de l'article 11, je vais le faire parce que c'est marrant. Mais comme ça, vous allez voir ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous lire l'article 11 de la Constitution française. Je vais vous lire le deuxième alinéa qui est 5 minutes. 5 minutes. Bon, ben on continuera, de toute façon, on continuera tout à l'heure. Vous restez avec nous, on reste ensemble pour écrire ou bien vous êtes obligés de partir? Enfin bon, on verra. Je vous lis l'article 11, ça paye. Entrée en vigueur par la loi constitutionnelle de 2008. Voilà. Le président... je sais pas de bêtises, est-ce que c'est ça? C'est plus bas. Qu'est-ce que tu m'as dit? Voilà, j'y arrive.
s'agit du référendum, disent les politiciens, les métiers. Il s'agit d'un référendum d'initiative populaire. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa, c'est-à-dire le référendum qui existait césariste avant. Donc c'est une extension du premier référendum qui existait, mais maintenant c'est l'initiative populaire. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement. C'est pas un référendum d'initiative citoyenne, c'est un référendum d'initiative parlementaire. Alors, soutenu par un 10e des électeurs, mais qui n'ont pas l'initiative, et qui soutiennent, qui ne peuvent pas faire ça tout seuls, qui peuvent le faire qu'avec des parlementaires. C'est un référendum d'initiative parlementaire. C'est normal, c'est des parlementaires qui l'ont écrit. Les parlementaires ont un intérêt personnel contraire au référendum d'initiative populaire. Il n'y a que nous qui sommes capables d'écrire un référendum d'initiative populaire digne de ce nom. Donc il faut qu'on s'y colle. Et si on ne s'y colle pas, on ne l'aura jamais. Alors, il y a d'autres pays quand même où ça existe, mais avec des restrictions, vous allez voir. Celui où ça existe vraiment pour de bon et pour du sérieux, c'est en Suisse. Enfin, ouais, il y a des limitations aussi, hein, mais en Suisse, c'est quand même un vrai. Je cherche le... Alors, là c'est à l'envers, puisque vous avez la page 15 avant d'avoir la page 14. Donc commençons par la page 14. Page 14, la colonne du milieu, c'est le référendum au Venezuela. Donc au Venezuela, c'est assez mal traduit, mais je vais vous attirer votre attention sur quelques points. Donc la colonne du milieu, c'est Chavez qui donne, ce tyran, vous savez, qui donne à son peuple la possibilité de le foutre dehors de sa propre initiative. Il y a 4 articles et il y a 4 référendums législatifs, abrogatoires, révocatoires et constituants. Il y a les 4. En général, ça ne se passe pas comme ça dans les tyrannies, mais bon. Alors, j'attire quand même votre attention sur le fait que ce n'est pas parfait. Hein. Il y a des sujets, il ne faut pas qu'on fasse la même chose qu'au Venezuela quand même. Dans l'article 71, vous voyez où je suis? Je suis au milieu, au début là. Les matières approuvé par la majorité des membres, ou à la demande d'un nombre qui ne saurait être inférieur à 10% des électeurs. Donc ça veut dire que lui, il met un seuil assez haut. Le référendum de l'article 71 doit être déclenché par 10%. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. On en reparlera, si vous voulez, en petits groupes. Pourront être également soumis à un référendum. J'avais mis des stabilo sur une autre feuille, donc là, il faut que je le relise parce que je n'ai pas ma feuille avec mes stabilos. Le maire, 10% aussi. Donc le deuxième alinéa, c'est également 10% pour déclencher. C'est pour toutes les matières de droit international. L'article 72. Toutes les charges et magistratures de l'élection populaire sont révocables. Ça, c'est une phrase qu'on peut reprendre telle qu'elle dans la nôtre, à mon avis. Ça, c'est clair, c'est net, c'est propre, c'est sans bavure. Toutes les charges et magistratures de l'élection populaire sont révocables. On peut peut-être aller plus loin que l'élection populaire. Hein, les hauts fonctionnaires, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, les élus, ici, sont clairement révocables. Alors, regardez, cet article 72 est intéressant. Passer la moitié de la période à laquelle a été élu le ou la fonctionnaire, ça veut dire que pendant la première moitié de son mandat, on lui fout la paix. Ça, on pourrait faire la même chose, c'est quand même pas bête. C'est-à-dire qu'il vient d'être élu, on ne lui colle pas tout de suite un référendum d'initiative populaire, même s'il y en a qui ne sont pas contents. On lui laisse la moitié de son mandat. Nous, on pourrait peut-être dire, passer le tiers de son mandat, on pourrait nous autoriser le référendum ou à partir du quart, si vous voulez, mais ça a du sens de lui laisser une partie de son mandat en lui foutant la paix, en lui mettant pas dès son élection un référendum révocatoire. D'accord? Passer la moitié de la période à laquelle il a été élu, un nombre qui ne peut être inférieur à 20% des électeurs, ça c'est beaucoup. Pour déclencher un référendum, ça c'est énorme. Mais c'est énorme, mais ça a fonctionné. Hein. Chavez a pris déjà dans les dents un référendum d'initiative populaire révocatoire, donc il y a une opposition vigoureuse, soutenue par des médias ultra virulents et omniprésents. La majorité des médias au Venezuela est contre Chavez, mais avec une violence, vous n'avez pas idée. C'est terrifiant. Avec appel au meurtre. Il y a eu un coup d'État contre Chavez. Pendant le coup d'État, les médias dominants appelaient au meurtre. En général,
Chez les tyrans, ça ne se passe pas comme ça. Les tyrans ne laissent pas faire ça. Je le dis juste pour... Souvenez-vous que dans le monde, on prétend que Chavez est un tyran. Mais en tout cas, quand même, 20%, malgré cette barre très haute, à cause de l'opposition très forte et des médias très virulents, c'est passé. Mais Chavez a gagné. Mais regardez, pourtant, il a gagné, mais regardez comme il aurait suffi que... ça n'a pas dû passer loin, parce qu'il faut 20% pour déclencher le référendum, et il faut 25% pour le gagner. Hein. Quand le nombre d'électeurs ou d'électrices, je suis au milieu du 72, là, quand le nombre d'électeurs ou d'électrices égal ou supérieur à 25% des électeurs ou électrices inscrits aura voté la révocation, on considère le mandat révoqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de 50% pour le révoquer. S'il y en a déjà 25% qui ne sont pas contents du bonhomme, dehors. Inscrit, voilà. Hein, c'est pas des votants. C'est vrai que ça demande quand même plus de gens. C'est vrai, tu as raison. Hein? Il ne votait qu'à 60%. Ouais. Donc ça rend le truc quand même plus difficile à atteindre, effectivement. Je vous la roulette russe, c'est ce qu'il fait. Hein? Oui. Mais c'est quand même remarquable, quoi, un référendum révocatoire. Alors moi, à mon avis, ce truc-là n'est pas très bien traduit, je trouve. En tout cas, les suivants le sont encore moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous essayons ensemble d'écrire l'équivalent pour nous, et on pourrait le faire plus brièvement. Vous voyez, écrire nos 4 référendums d'initiative populaire. Alors, vous pouvez le faire à la manière d'eux, si vous voulez. Vous pouvez copier l'Italie ou copier la Suisse, et puis en même temps que vous copiez, parce que vous trouvez que ça y est presque, et puis vous faites une petite transformation, ou des transformations puissantes. Ça peut être une première approche où c'est moins difficile que de tout réécrire carrément. Hein? Alors, je vous laisse, il faudra que vous lisiez les 2 autres articles du Venezuela. Je vais juste attirer votre attention sur la Suisse. Donc c'est la 3e colonne de la page 14. On a complètement bouffé le temps, on est même en train de dépasser, j'ai l'impression. Alors, en Suisse, ils ont 2 procédures différentes qui s'appellent l'initiative et le référendum. Et celle qui ressemble à celle qu'on voudrait, c'est celle qui s'appelle l'initiative. Mais bon, le référendum, c'est intéressant aussi, mais le référendum, c'est obligatoire. Alors que leur initiative, c'est vraiment de leur propre initiative. C'est vraiment ça que nous appellerions référendum d'initiative populaire. Mais bon, eux, ils l'appellent initiative. Donc c'est article 139. Donc c'est en bas de la page 14. Hein. 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent demander la révision partielle de la Constitution. Les initiatives, t'en as un, peuvent revêtir la forme 1. Bon, ça c'est des détails sur lesquels je peux passer. Alors, la page, il faut revenir à la page précédente parce que on va venir dedans. Donc je suis en haut de la page 15. Regardez le point 5. Toute initiative présentée sous la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale, donc ça c'est le Parlement, en recommande soit l'acceptation ou le rejet. C'est-à-dire que s'il y a une initiative populaire, dans la Constitution, il est prévu que le Parlement donne son avis, soit son avis favorable, soit son avis défavorable. Et il peut même proposer un contre-projet. Ça, c'est assez malin, hein, pour que le débat soit complet, que les professionnels de la politique présentent un contre-projet au projet populaire. Et argumenter. Tout ça, c'est avec des débats, c'est très intéressant. Hein. Oui, alors regardez. Le peuple et les cantons, donc je suis point 6. Le peuple et les cantons votent simultanément sur l'initiative et le contre-projet, donc ils votent sur les deux. Le corps électoral peut approuver les 2 projets à la fois. Il peut indiquer quel projet l'emporte, au cas où l'un des 2 serait accepté. Et si l'un des projets obtient la majorité des votants et l'autre la majorité des cantons, aucun des 2 n'entre en vigueur. Là, vous voyez que dans la Constitution, on peut, si on veut, entrer dans le détail des cas de figure, parce qu'il faut qu'on réfléchisse pour savoir, tout va pas se passer de façon simple. Quelquefois, il va y avoir des combinaisons et que nous avons intérêt à prévoir là, si on ne veut pas se faire enfumer au moment de l'exécution de la Constitution. Donc si on le prévoit dans la Constitution, ça a plus de chances de se passer comme on l'a pensé. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'article 140 référendum? Étienne, vu qu'on a dépassé le temps. Complètement. On a complètement, affreusement dépassé. Je pense qu'on va avoir l'espace à côté. Je vous laisse finir, je vais aller voir à côté. Oui, ça marche comme ça me donne encore 5 minutes. Oui, je voulais insister sur des limitations que je trouve contestables.
Ah oui, alors sur le référendum obligatoire, vous voyez l'article 140, sont soumis au vote du peuple et des cantons les révisions de la Constitution. Donc ça c'est pas mal, ça on devrait le dire comme ça, nous. C'est-à-dire que les révisions de la Constitution, quelles qu'elles soient, même si on change une virgule, il faut qu'on dise par référendum si on est d'accord ou pas. Ça c'est bien. Mais regardez comme ils disent ça. Sont soumis au référendum obligatoire, je suis au point B du 140 là, hein. Donc première colonne de la page 15. Sont soumis au vote et des cantons de façon obligatoire l'adhésion à des organisations de sécurité collective, donc ça c'est comme l'OTAN, ou à des communautés supranationales. Donc ça c'est soumis à référendum obligatoire. Mais vous allez voir que le facultatif, dans le 141, le référendum est facultatif pour les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et qui ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale. Attends, il ne faut pas que ce soit facultatif, là. Donc, il faut... Alors, à mon avis, il faut arriver à le dire de façon peut-être plus lisible. Parce qu'il faut vraiment un moment pour rentrer dans le texte, pour comprendre ce qui est facultatif, obligatoire, avec des traités qui ont été... il y avait quelque chose, j'avais mis un coup de vidéo, j'arrive pas à le retrouver. Ah si, le voilà. Comment ? Vous pourriez commenter le 141C sur les lois d'urgence. Les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année. C'est-à-dire que quand c'est court, si ça ne dépasse pas une année, il n'y a pas de référendum obligatoire. Par contre, si c'est quelque chose qu'on est en train de nous coller pour longtemps, même si elle est déclarée urgente, parce que si vous voulez une arnaque, ce serait de déclarer quelque chose d'urgente, et puis en fait, que ce soit un truc qui dure, quoi, qui dure, et puis ça y est, on s'est fait enfumer, on s'est fait modifier la Constitution sans avoir de référendum. Et là, on nous dit, bon, il peut y avoir des lois fédérales déclarées urgentes, mais pas plus d'une année sans référendum. Si ça dure plus d'une année, même celles-là, même celles qui sont urgentes, il faut qu'il y ait un référendum pour les valider. J'ai retrouvé ce que je voulais. C'est dans la Constitution italienne, donc dans la dernière colonne de la page 15. Il est parti, Pierre, ouais. Dans la colonne Constitution de l'Italie, regardez. Ça, c'est pas très long, hein. Celle de l'Italie, c'est la plus courte. Article 75. Un référendum populaire est fixé pour décider l'abrogation, totale ou partielle, d'une loi ou d'un acte ayant valeur de loi, lorsque 500 000 électeurs ou 5 conseils régionaux le demandent. Le référendum n'est pas admis. Ça me canule, ça. Je trouve que ça, on ne devrait pas mettre ça. Le référendum n'est pas admis pour des lois fiscales et budgétaires, d'amnistie et de remise de peine, d'autorisation à ratifier les traités internationaux. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je barrerais ça, non? Je vous laisse le relire tranquillement. C'est italien. T'es pas bien, ça, non? Je suis sûr que c'est un élu qui a écrit ça. C'était pour que les amnisties de mafieux ne puissent pas faire l'objet d'une protestation populaire, ça. Hein. On est d'accord, je suis un paranoïaque excessif, ou bien il faut le virer, ce paragraphe. Ok. Il ne faut pas qu'on crée de problème. Fin de la période d'explication de l'intérêt d'écrire nous-mêmes une constitution. Et si vous voulez, tout ça n'aura un sens et pourra changer quelque chose que si on est effectivement capable d'écrire une constitution. Je vous propose de vérifier, d'essayer, de commencer. Et de l'expérience qu'on va faire tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps ça va durer, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, peu importe en fait, mais qu'on commence, quoi. De cette expérience, on verra si le perchoir rêve complètement ou bien si c'est un truc qui est possible, quoi.